Salut, c'est Adil et bienvenue dans ce nouvel épisode de Le Patron, le seul rendez-vous où tu peux discuter directement avec les stars de la Startup Nation. Ça se passe sur Twitch, un mardi sur deux à 21h et en replay sur YouTube et sur Spotify. Comme tu vas le voir dans quelques instants, ce n'est pas du tout un podcast classique où l'invité va raconter son parcours, mais plutôt des questions-réponses avec l'audience, ce qui est grave stylé et ce qui change, on va pas se mentir. N'oublie pas de follow Le Patron sur Instagram pour ne pas rater les prochains lives et de t'abonner ici si tu kiffes, un petit like, commentaire, tu connais, ça fait toujours plaisir. Et n'oublie pas, à force de côtoyer les patrons, on finit par l'être. Profite. Et c'est parti. Yeah. L'intro. Pas mal, pas mal. On remercie l'artiste. On peut remercier l'artiste. Yes, bonsoir à tous. Si vous êtes sur Instagram, venez sur Twitch, c'est encore plus stylé. Si vous êtes sur Twitch, bonsoir à vous, ça fait plaisir. Bonsoir à tous, ça fait plaisir. Pourquoi? Parce que les amis, tout simplement, c'est le dernier live de l'année. J'ai fait 41 lives depuis le début. Bravo. On a eu des invités incroyables. On a eu Clara Chapaz, on a eu Carole Juge-Léoline, Guillaume Moubèche, Jean-Pierre Nadir. Et je peux citer Anthony Bourbon et même d'autres, tu vois, la liste est très très longue. Et surtout une communauté qui a été toujours là, toujours au rendez-vous. Voilà, ça fait toujours plaisir de vous revoir encore. Surtout les gens que je vois et que je revois chaque semaine, chaque 2 semaines du coup. Bravo la commune, et merci. Ça fait plaisir. Yes. Et voilà, donc je vais arrêter avec les remerciements parce qu'on aura le temps à la fin pour faire tout ça. Parce que ce soir, j'ai quelqu'un de spécial avec moi que je voulais depuis très très longtemps en plus. Mais on n'a pas eu l'occasion d'organiser ça comme d'habitude. Donc là, c'est prévu pour ce soir. Donc on est le 20 décembre et je suis avec Damien Morin. Yes, salut, merci beaucoup. Avec plaisir, ça va? Bah écoute, ça va au top, ouais, c'est sympa, petit studio et tout. Merci. On est bien là. Merci, écoute. Yes, du coup, ce qu'on va faire, voilà, pour ceux qui sont là d'habitude, ils savent très bien comment ça se passe. Donc, je vais te donner ce que j'ai trouvé sur toi, sur les réseaux. Tu vas me dire si c'est vrai ou faux. Donc, voilà. J'ai des définitions un petit peu de qui tu es. Alors, d'après les réseaux, t'es réparateur d'ordi de ta famille et tes amis à l'âge de 16 ans. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est une anecdote que je raconte assez souvent. C'est vrai que quand j'avais 15-16 ans et que tout le monde faisait des babysitting, moi, je faisais des assistances informatiques à domicile à l'époque. Donc, c'est genre aider le voisinage et les amis sur leur ordi. Et c'était mieux payé que le babysitting. Ça, c'est stylé. Et j'ai un truc pour toi, t'es pas tout seul. Moi aussi, je faisais ça à l'époque, mec. Bon, c'est grave stylé. Putain, tu sais, dans mon quartier, à chaque fois qu'il y avait un problème, c'était Adil. Voilà. Formatage d'ordi, un petit problème, carte graphique, je sais pas quoi, un jeu qui marche pas, c'est toujours moi, tu vois. Je vois que t'es un bon geek, donc ça me Ça va. On va passer un bon moment, tu verras, ça va être cool. Yes, t'es du coup ex-fondateur de Save My Computer qui est devenu Save par la suite. Ouais, bravo. Je suis parti chercher très très loin. Bravo. Et du coup, si je me trompe pas, c'est une startup de réparation d'appareils électroniques. Ouais. Donc au final, c'est ce que tu faisais. C'est surtout des ordinateurs à la base. Bah, en fait, j'ai monté la boîte de l'activité que je faisais quand j'avais 15-16 ans. En fait. Très très vite, ça ressemblait grosso modo à exactement la même chose. Et Save My Smartphone a démarré comme ça, puisqu'en fait, du coup, j'ai eu énormément de demandes autour des smartphones plutôt que des ordis. Et du coup, on m'a demandé. Et du coup, c'était des demandes de software ou hardware? C'était surtout software, je dirais, parce que l'essentiel des réparations que tu fais, tu l'as dit tout à l'heure, c'est des reformatages de disques durs, des choses comme ça. Mais souvent, quand même, on te fait venir pour, je sais pas, un problème de connectique d'imprimante, ça capte pas Internet ou des choses qui sont liées à l'environnement de travail aussi plutôt qu'à la machine. Mais bon, voilà. En gros, ok, ça marche. Tu es aussi médecin généraliste à Couéran, 44 vers Nantes. Ah non, c'est faux. Ça, c'est pas toi? Non, c'est pas moi. Ok, mais il y a Damien Morin qui fait ça. Homonyme, voilà. C'est pas mal. Alors, il y a autre chose aussi que j'ai trouvé. T'es jockey, donc conducteur de chevaux. Avec... c'est ça? C'est pas moi non plus.
Mais par contre, alors lui, je le connais bien parce que je connais toute sa vie, parce que je me suis mis des alertes Google sur mon nom, évidemment. Si jamais quelqu'un publie quelque chose sur Dame, Ouais. je vais le voir. Et du coup, le seul homonyme qui a vraiment des couvertures de presse, bah, c'est le jockey. Donc, donc c'est Avec un cavalier, en fait. Hein, un cavalier avec ouais. un taux de réussite énorme. Il a 9 victoires sur 141 courses. Ah, merde. J'espère qu'il nous écoute pas ou qu'il ne regarde pas ce soir. Voilà, ni en live ni en replay. Désolé pour toi, Damien. Mais 9 sur 141 quand même. Ouais, c'est un peu le Sri Lanka des chevaux. On va dire ça comme ça. Autre chose, ça c'est vrai par contre. Du coup, tu es artiste techno. Ouais, exactement. Ouais. Archimède Music. Ouais, je suis DJ et je produis de la musique techno. Yes. Ça, c'était le prolongement du geek que je suis, tu vois. Je suis C'est- allé jusque dans les logiciels de MAO, PAO. Écoute, franchement, c'est un super hobby et je fais ça depuis une dizaine d'années. Chez moi, j'ai un super studio et c'est beaucoup de plaisir, quoi. Grave stylé. Et du coup, là, pour ceux qui ont été là sur le live au début, la Mhm. musique d'intro qui a changé, du coup, cette musique est produite Ouais. par Archimède. Damien, par Archimède, du coup. Archimède, du coup, ouais. Archimède Music. Où on peut trouver tes musiques? Écoute, j'avoue que... On dirait une radio énergie. Ouais, vraiment, ouais, putain. Écoute, je publie pas grand chose Ouais. pour être totalement franc, mais on peut me suivre sur Instagram et j'ai quelques dates sympas d'ailleurs qui sont en train d'arriver en janvier et février là, de l'année prochaine. Mais tu sais, moi je fais de la musique qui s'écoute pas énormément. Enfin, la techno, c'est une musique un peu underground et même les énormes artistes techno ne vivent pas de leur production, ils vivent plutôt de leur, quand ils se produisent Ouais. sur scène. Donc pour moi, t'imagines, c'est donc aucun intérêt de publier ou autre. Donc j'en fais très peu. Je produis quelques trucs que je joue moi-même en fait en teuf. Je fais des edits, etc. Et du coup, ben, je joue. J'essaye de faire 1 à 2 dates par mois. Propre. Mm. Pas mal. Et du coup, voilà, pour finir, fondateur de Mobile Club, qui est du coup un club de location de smartphones. Exactement. Ouais. Yes, j'ai réussi. Ok, ça marche. On va prendre un peu plus sur Mobile Club et tout. Et on va surtout pouvoir répondre à toutes vos questions, voilà, du début jusqu'à la fin. On a le temps, ne vous inquiétez pas. Un peu plus de temps que d'habitude d'ailleurs aujourd'hui. La question que j'adore poser moi à mes invités, ta semaine, là on est mardi soir, donc lundi, mardi, est-ce que Ouais. c'était start-up ou c'était plutôt calme? Non, c'est dur. Le lundi, mardi, pour moi, c'est vraiment des jours durs. Pourquoi? Bah, d'abord, le lundi, c'est une journée, c'est la journée juste après le week-end. Donc, en fait, tout le monde est dans le jus chez Mobile Club. Il y a eu beaucoup de commandes, il y a eu beaucoup de tickets au service client, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pendant le week-end. Et évidemment, tous les employés de Mobile Club, enfin, personne ne travaille en fait le week-end. Donc, en fait, le lundi, c'est une espèce de grosse journée de rattrapage. Donc le lundi c'est toujours une journée un peu difficile et après le mardi matin c'est le seul. Donc le mardi matin je gère une réunion qui est la seule réunion que je fais de la semaine avec mes managers. Donc ça s'appelle le weekly meeting et donc je vois donc tous mes N-1 on va dire se retrouvent dans ce rendez-vous que du coup tout le monde prépare le lundi soir. Et donc en fait le mardi, grosso modo, t'es complètement Ok. t'es dans le jus encore du lundi. Et pour finir, là aujourd'hui, j'ai fait un tournage d'une pub où c'était moi l'acteur. Donc en fait là, tu vois, ma boîte mail, elle regorge. Demain, je vais me remettre à flot, quoi. Ok, ça marche. Donc, le programme d'aujourd'hui, on va te découvrir déjà qui es-tu, toi, la personne. Après, Ouais. on va enchaîner du coup sur Mobile Club, comme ça, on sait c'est quoi la boîte. Comme ça, on évite ces questions par la suite via du coup le chat. Ok. Et vous avez toutes les infos. Et après, du coup, on va enchaîner sur les questions. Donc, voilà, les questions du public. Et après, du coup, les pires anecdotes à la fin. T'as rien Ok. préparé, je sais, Non, ouais, mais ok. ça va être drôle. Yes. Yes, bah du coup, là, c'est parti. Après le jingle, let's go. Du coup, qui es-tu? L'idée, c'est que je te pose des questions, tu dois répondre sans réfléchir. Voilà, c'est les questions de base. Voilà, un peu ton Sans passeport. réfléchir, un mot. Ou Une sans- phrase. Ou un mot quasiment. Ouais. Ok. Mais c'est les questions de base. Donc, on démarre. Ton nom, Morin. ton prénom, Damien. ton ou tes surnoms. Dame. Ok. T'as quel âge? 32. Est-ce que tu le vis bien? J'adore. Ok, j'adore cette question. Ta ville de naissance, Saint-Cloud. ta ville de résidence. Lasselle Saint-Cloud. Non, Je te jure. Voilà. Et je sais pas où est cette ville. Désolé pour tous ceux qui habitent là-bas qui regardent le live. Voilà, j'ai rien dit. On passe à la suite. Quelle langue tu parles? Je parle français, espagnol, anglais et un peu de chinois.
Donc on peut faire le live en chinois? On peut faire... Non, on peut pas, mais un peu. Ok. Yes. Tes origines? Je suis arménien d'origine. Ok. C'est la première fois que j'ai un arménien. Ouais, ben voilà. Stylé, franchement, stylé. Cool. Du coup, tu parles pas la langue? Un petit peu aussi, Ah, parce que en cool. fait, c'est un peu comme les Fudge, les Arméniens. Donc, tu vois, on est toujours en clan, comme ça. C'est une diaspora qui est, qui est tout le temps ensemble. Et du coup, comme les Fudge, il y a des écoles le mercredi après-midi et le samedi toute la journée pour être entre nous et avoir la culture, notamment la langue, l'alphabet, etc., etc. Donc, jusqu'à mes 12 ans, j'étais dans une école arménienne en plus de mon école française. Stylé. Ça, c'est stylé. Ta situation familiale? Je suis marié. Depuis peu? Ouais, depuis Yes. cet été, Merci Instagram. très très heureux. Cool, bah, félicitations. Merci. Ton école? Sup, du coup. J'ai fait l'EBS, une école de commerce, post-bac, Ta profession aujourd'hui? Si tu pouvais chef résumer. d'entreprise. Ok. Tes passe-temps? La musique, la fête et les voyages. Ok. Ta plus grosse fierté? Ma femme. Ouais. Elle regarde le live. Non, Ok, non. non ouais, Ok. mais je lui montrerai ce passage. Sauf que je vais le couper en montage. Allez. Voilà. Ou bien je vais remplacer par autre chose, tu vois. Le pire truc. C'est quoi ton plus grand rêve? Être milliardaire. Ah, j'aime bien. Cool. Du coup, tu regardes la caméra par là-bas. Imagine que derrière la caméra, il y a Olivier Ramel, que tu connais très très bien, qu'on a déjà reçu aussi. Tout à Que fait. veux-tu lui dire? Par là, Olivier. À Olivier? Ouais. Ah, c'est dur, j'ai rien à lui dire. Si, j'ai commandé des pulls là et j'ai trouvé qu'ils étaient arrivés complètement froissés. Donc, franchement, Olivier, c'est dommage. Le moment où on ouvre notre carton en tant que client, c'est le meilleur moment. J'aimerais voir, je sais pas moi, un petit gift, un petit mot, un petit truc, n'importe quoi, même un paquet de gâteaux, un truc qui ferait kiffer, tu vois. Et en fait, les vêtements, ils sont assez froissés et ils sont pas très bien pliés. Du coup, en fait, le premier truc que tu fais, c'est que tu déballes et tu replies pour pouvoir les offrir. Et ça, Ok. c'est dommage. Ok. Ok. Pourtant, Il va pas kiffer, mais c'est pas grave. c'est pas grave, c'est pas grave. Et là, Ça j'inverse. lui fait Voilà. un peu de pub. Ok. Ouais, mais pas sûr, hein. Si, ils sont super, ces produits. Ok, cool. Du coup, on enchaîne sur le pitch pour savoir plus sur Mobile Club avant qu'on passe du coup aux questions. Et c'est parti après le jingle. Du coup, les règles sont très très simples cette fois-ci. J'ai un sablier. Voilà, comme ça on règle très très bien le temps. L'idée c'est que je vais te poser pas mal de questions et qu'on va répondre. Tu vas répondre voilà, aux questions dans les secondes que tu as. Voilà. Ok. On va refaire tout le pitch deck. Donc client, Ok. problème, solution, MVP. Tu connais très bien Ok. les trucs. J'ai Donc, Je suis rapide, justement, à cet ok, exercice. vas-y. 3, 2, 1, c'est parti. Donc client, décris-nous ton client parfait. Mes clients, ils ont entre 18 et 35 ans. Ils sont pas spécialement parisiens. Ils n'ont pas non plus des énormes revenus. Et ils préfèrent payer 30 euros par mois plutôt que dépenser un SMIC pour leur smartphone. Ok. Ouais, t'as encore le temps, c'est pas grave. Bref, D'habitude, les gens, ils bug et tout. Là, j'ai l'impression que j'ai même pas besoin de ça. Ok, deuxième question du coup. Problème. Quel est le problème de tes clients? Mais le problème de mes clients, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un smartphone dernier cri à 1500 euros et du coup, ils préfèrent le payer 30 euros par mois pour pouvoir profiter de leur smartphone tout de suite. Ok. Solution. Du coup, qu'est-ce que tu proposes pour eux? Et ben, je leur propose de louer leur smartphone pour une trentaine d'euros par mois, assurance comprise et surtout avec la flexibilité de pouvoir changer de smartphone n'importe quand parce que évidemment, personne n'a envie d'acheter un produit, d'espérer de ne pas le rayer, et puis après de vouloir le revendre sur le bon coin et compagnie. Enfin, tout ça, c'est vraiment chiant. Donc nous, on a créé un service super flexible, super rapide, super simple, pas cher. Ok. Business model, du coup, comment tu gagnes de l'argent avec ta startup? Je lève des très grandes quantités d'argent, j'achète des très grandes quantités de smartphones et je les envoie un à un à toutes les personnes qui commandent sur mon site. Donc je suis dans un modèle de financeur, donc moi je dois quand même lever beaucoup d'argent puisque derrière je récupère que 30 euros par mois sur chaque appareil, donc ça demande des grosses quantités d'argent et de smartphones. Ok. MVP, du coup, c'était quoi la première version de Mobile Club? C'était quand et quoi? Alors la première version de Mobile Club, elle a été conçue au début pour Free, puisqu'en fait au démarrage on devait faire une filiale de Free, en fait on devait s'appeler Free Location.
et on n'a pas avancé avec eux. Mais en tout cas, au tout début, on avait designé l'offre pour être avec Free. Et donc, du coup, le MVP, c'était une offre de location de smartphone sans engagement, comme Free. Alors qu'aujourd'hui, il y a de l'engagement. Ok. La stratégie de distribution. Donc, voilà, là, tu as l'MVP. Donc, comment tu fais pour atteindre tes clients? Ouais, très facile. On est uniquement distribué sur notre propre site qui est mobile.club. Ok, mais comment tu fais pour les reach? Je dépense des millions d'euros en marketing tous les ans. Ok. Je pense qu'on a pas mal de questions sur ça après. Avec plaisir. Niveau coût, comment ça a coûté le lancement? 1 million. On a levé, c'est beaucoup d'argent, je sais, mais acheter des smartphones, ça coûte cher pour les envoyer par la poste. Donc, au début, on a construit un MVP et on a envoyé des téléphones à 500 à 1000 premiers clients pour 1 million. Ok. Niveau financement, donc comment tu as fait pour financer ces 1 million d'euros? J'ai été financé par des business angels. J'ai fait 3 tours de table avec des business angels. Un premier tour de 1 million avant de commencer. 6 mois plus tard, on a levé 2 millions. Et là, je viens de closer un tour de 8 millions et qu'avec des business angels. Par contre, après, de l'autre côté, on lève beaucoup plus d'argent en dette. Ok. J'ai pas mal de questions. Ouais. Et je pense que les gens aussi, donc on arrive sur ça. L'autre question du coup, c'est le founder. Donc pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre? Avant Mobile Club, j'ai monté une boîte qui s'appelle Save, qui est toujours aujourd'hui le plus gros réparateur de smartphones en Europe. Donc il y a assez peu de gens en Europe ou même dans le monde qui connaissent aussi bien les smartphones que nous, d'un point de vue hardware. Et c'est vrai que le business de la location demande une beaucoup de compétences en fait sur la gestion de produits. Et donc on était l'équipe parfaite pour réaliser ça. Ok. Les concurrents. Donc qui sont tes concurrents aujourd'hui? Alors, dans la location, on n'a pas énormément de concurrents. En revanche, généralement, en tant que client, tu fais le choix de prendre un téléphone en location versus Le Bon Coin, versus Back Market, versus ton opérateur, versus Fnac, Darty. Donc en fait, on a beaucoup de concurrence. Mais vraiment, exactement sur la location, il y a quelques boîtes qui ont copié Mobile Club, mais c'est vraiment des tout petits trucs, quoi. Ok. Ensuite, du coup, tu as l'unfair advantage. C'est quoi l'avantage que tu as par rapport à tes concurrents aujourd'hui? Par rapport à du coup, Fnac, Darty ou n'importe qui que tu as cité? Bonne question. L'offre est complètement différente. C'est une offre flexible, moins chère flexible et moins chère. Ouais, c'est surtout ça. Ok. Donc le prix. Ok. Premier recrutement. Donc, qui a été le premier recruté hors associé? Un dev, Maxime Janton. Et lead développeur. Ok. Et après, j'ai une autre question, ça arrive après. Ouais. Et le dernier truc, du coup, c'est le future growth. Comment tu voyais du coup la suite de Mobile Club au lancement à l'époque? Au début, je pensais qu'on allait vraiment avoir beaucoup plus de volume qu'aujourd'hui. La réalité, c'est que le marché, il n'est pas parfaitement mature encore, mais on sait qu'on est sur un trend hyper intéressant et donc voilà, ça vaut le coup clairement de continuer. Ok, ça marche. Merci d'avoir joué très bien le jeu. Moi, j'ai Avec un dernier truc. Avant qu'on enchaîne sur, je vois qu'il y a déjà des questions et tout, voilà. Et donc ça va être très cool. Je veux juste annoncer évidemment le sponsor de cet épisode. Il s'agit de Factory Club. Tu connais ou pas Factory? Non, pardon. Ça va être l'occasion. Donc Factory Club, les amis, pour faire simple, c'est un collectif d'associés, sportifs de haut niveau et qui investissent dans des startups, un peu comme Origin. Avec Blaise Matuidi, exactement. Ouais. Donc là, c'est un peu le même principe, sauf que eux, c'est plus du rugbyman principalement. Et après, ils ont aussi d'autres sportifs de haut niveau. Comment tu m'as dit que ça s'appelait? Factory Club. C'est marrant, j'ai l'impression que je connais en fait. J'en ai entendu Ouais, parler. En ouais. fait. Yes. Et du coup, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, ils accompagnent à lever des fonds en moins de 12 semaines grâce à leur réseau d'investisseurs, grâce à ce qu'ils ont pu créer du coup au final. Bravo. Et du coup, grâce à un label qu'ils ont mis en place et tout, et qui permet du coup de faire de la due diligence derrière. Donc voilà, si on rentre un peu plus dans le technique. Ouais. Et l'idée, voilà, c'est que vous pouvez les contacter et surtout contacter du coup Alexandre, voilà, qui est sur l'écran que vous voyez. Voilà, quand vous voulez, vous pouvez lui dire que vous venez de ma part. Et du coup, voilà, il pourra vous accompagner à lever des fonds si vous en avez besoin, surtout. Et puis voilà, donc merci Factory, toujours pour le soutien. Merci à vous. Et on passe à vos questions après le jingle. Let's go.
Carré. Alors, ils sont où les questions? J'ai l'impression que depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de retours, mais il n'y a pas assez de questions. Qu'est-ce que j'ai vu? Salut, salut. Bonsoir, salut Chris, salut Carlos. David, attends, David nous dit, j'attends toujours mon pull Mobile Club, j'avais gagné au petit concours. Ouais, c'est vrai. Je m'occupe de toi. Dès demain. Voilà. J'avais fait un petit post LinkedIn et j'avais dit qu'on ferait gagner un pull. Et t'as je oublié. Ben non, mais non, pour être totalement franc, en fait, je me suis rendu compte qu'on n'en avait plus. Mais comme tu as pu voir en début de podcast, grâce à Olivier Ramel, maintenant j'en ai plein. Et je vais pouvoir Ah oui, c'est vrai. et je vais pouvoir t'en envoyer un. Voilà, je suis vraiment désolé. Ok, ok. Ah, merci beaucoup, Alix. Donc, première question, peux-tu raconter en bref ton parcours pro après tes études? Bien sûr. Je réponds Ah comme ouais, ça, en ouais, fait, ouais. direct, ok. Je sais pas, je fais pas une galipette avant. Non, non, non. Non, Non, mais il n'y a pas de sablier, c'est ça que je non, veux non, dire. il n'y a rien. Prends ton temps. Alors, mon parcours pro après mes études, bah en fait, moi j'ai monté ma première boîte pendant mes études. On est passé très très brièvement tout à l'heure dessus, mais donc moi en fait pendant mes études j'ai lancé une première boîte qui s'appelait Save My Computer, qui faisait grosso modo la même chose que ce que je faisais quand j'avais 16 ans, à savoir réparer les ordinateurs chez les gens. Et puis en fait très vite j'ai eu plein de demandes autour des smartphones. Et donc j'ai monté une deuxième société quand j'étais en 4e année d'école de commerce qui s'appelait donc Save My Smartphone, qu'on a rebaptisé Save, et donc qui était concrètement un petit magasin dans le 16e qui faisait genre 20 mètres carrés que je gérais en plus de mes études et dans lequel on pouvait faire des réparations de téléphone express en une vingtaine de minutes, réparer ton écran, ta batterie, etc. Mais du coup, la question déjà, c'est comment tu gères un magasin? On parlait des études. Comment tu t'organises? Ah ouais, alors ça a été ça a été un peu difficile au début. Alors déjà, évidemment, du coup, j'ai recruté tout de suite des collaborateurs pour pouvoir couvrir les amplitudes horaires du magasin auxquelles moi je pouvais pas couvrir, que moi Ouais. je pouvais pas couvrir parce que je devais assister à mes cours. Donc ce qui s'est passé, c'est que très vite, j'avais 2 personnes qui du coup géraient tout finalement, et moi je les manageais. Après, le management, quand tu es étudiant et que bah, entre midi et deux, tu dois prendre ton sac à dos et dire attends, je vais en cours de finance et je reviens. C'est vraiment une relation très difficile. Donc voilà, ça c'était pas facile, mais bon, il y a eu quelques pertes et fracas, mais c'est pas grave. Évidemment, les 2 premières personnes que j'ai recrutées très vite sont parties, puis il y en a eu des nouvelles. Et voilà, alors après, du coup, très, très rapidement, très vite, le magasin a très bien marché. Et donc, ça m'a permis d'en ouvrir un deuxième, un troisième, un quatrième, en grosso modo 12 mois. Et après, bon, bah, c'est l'histoire de Save. On a ouvert quasiment 150 magasins en 12 mois de plus. Donc là, c'était vraiment l'extrême croissance. Déjà, pourquoi le premier, il a marché? Le premier, il a marché parce qu'en fait, en 2013, il n'y avait pas d'Apple Store à Paris. Ok. Les seuls endroits dans Paris où tu pouvais faire réparer ton téléphone, c'était Barbès et Montgallet. Et il n'y avait pas vraiment d'options dans l'Ouest. Et donc, ouvrir un magasin comme ça dans le 16e, je savais que c'était tout de suite quelque chose qui allait marcher. Surtout que réparer un téléphone, c'est un panier moyen de 80-90 euros. Il suffit que tu répares grosso modo. Bon, si vraiment tu as très très peu de charges, il suffit que tu répares 3-4 téléphones pour que tu sois rentable, tu vois ce que je veux dire. Donc ça va quand même assez vite, 3-4 téléphones par jour, pardon, Voilà. pour que tu sois rentable. Donc la réalité, c'est que ça va assez vite. Et donc très vite, le premier magasin était rentable, mais on est monté à 15, 20, 30 réparations par jour très vite. Et donc voilà, il a fallu ouvrir un deuxième, un troisième. Voilà, on s'est déplacé. Ok. Du coup, j'ai une question déjà. Après je reviens à vos questions. Du coup, le premier magasin, c'était des fonds propres? Alors non, pour ouvrir le premier magasin, j'avais un premier investisseur Ouais. qui s'appelait Romain Peugeot, qui Ok. s'appelle toujours, pardon, mais Il n'a pas changé de nom mais entre-temps. voilà, ouais, qui a investi 50 000 euros. C'était un. Bon, j'avoue, là, c'est vraiment aussi, ça vient du fait que c'est vrai que dans les écoles de commerce, il y a souvent des gens qui sont héritiers ou des choses comme ça. Donc, Romain Peugeot, c'était un des petits fils de la famille Peugeot. On avait 21, 22 ans, il venait en cours en Porsche. Voilà, c'était ça le contexte. Et donc, c'était un mec super sympa que j'avais dans mes cours. Et moi, à l'époque, j'étais déjà un peu DJ, donc j'organisais des soirées, etc. Donc lui, il venait de temps en temps à mes soirées, c'est comme ça qu'on a connecté. Et puis je lui ai tout simplement proposé d'investir dans ma boîte. Et il a investi 50 000 euros en grosso modo 48 heures, ce qui m'a permis d'ouvrir le premier magasin. T'avais quel âge à l'époque? 2013, à l'ouverture, j'avais 22 ans. Est-ce que t'as pas eu des soucis
avec ton âge, parce que tu as parlé du management d'un côté, mais aussi le fait de, je sais pas, convaincre d'autres personnes en mode, ouais, tu vois, tu vois, je peux vendre à 22 ans. Vous pouvez me faire confiance. C'est ça la question. Franchement, non. Il y a quelques moments quand tu veux louer la boutique, etc. Tu discutes avec le propriétaire des magasins. Voilà. Voilà, il y a eu ce moment-là un petit peu. Maintenant, le projet à ce moment-là, il n'était pas démesuré. Par contre, très vite, c'est devenu choquant après, parce que après, du coup, j'étais extrêmement jeune avec énormément d'employés, et beaucoup, beaucoup de magasins. Et là, Oui, là, tu inverses la tendance ouais, complètement. Là, voilà, c'est... là, Ok, c'était une situation un peu particulière, mais au tout début, non. Au tout début, non. Je dirais pas ça. ok. Et du coup, tu as fait quoi pour rebondir à ce doute que les gens avaient en toi? Bah, en fait, comme je te disais, le magasin qu'on ouvrait, c'était un tout petit magasin, tu vois, c'est 20 mètres carrés. Enfin, en fait, on va dire que quand j'ai commencé, c'était une envergure qui était de mon âge, je trouve. Donc, j'ai pas été très challengé par des partenaires sur mon jeune âge, au Ok. Et contraire. sur l'expansion? Et alors, par contre, sur l'expansion, tu avais deux types de réactions. Soit il y a le wow effect, tu vois, de se dire waouh, je suis en face d'un génie, quoi, tu vois. Ça, c'est cool, ça. Et ça, c'est cool. Et évidemment, ça aide aussi parfois parce qu'il y a des gens qui sont complètement hallucinés, en fait, de voir un petit jeune faire des choses aussi incroyables. Donc ça, faut en user quand on peut. Et puis à côté de ça, il y a des gens un peu plus réalistes qui voient voilà. Alors après, il y a de tout. Hein, tu vois, t'as les gens qui pensent que tu es un arriviste, qui pensent que tu es aussi un peu arrogant. Tu as les autres qui finalement n'ont pas confiance malgré tu vois, déjà la taille de la boîte. Donc après, il y a tout type de réaction. Mais oui, faut le gérer. Et du coup, tu fais quoi avec ceux qui ne croient pas en toi? C'était quoi la Bah, réponse? ça dépend de quel sujet, mais ça m'est arrivé de jamais réussir à convaincre la personne. Ok. Tu Et vois, du coup, tu laisses tomber, c'est... tu passes à autre chose. Ouais, Ok. voilà, Ok. faut pas forcément vouloir absolument convaincre tout le monde. Ok. Ok. Parce que je me dis qu'il y en a pas mal qui doivent être en Mm. situation. C'est pour ça que j'ai insisté un peu dessus. Ouais. Yes, on enchaîne. Lil Ram qui nous dit: Hello les gars, Damien, tu parlais des tours de table avec uniquement BA plus de la dette. Sur le tour Ouais, complet, quelle est la proposition de la dette que tu lèves? Très bonne question. ouais, c'est une super question. Euh, bon, déjà, c'est un peu particulier parce que du coup, c'est ma deuxième boîte. Donc, moi, j'ai 32. Je suis dans une génération aussi d'entrepreneurs qui ont déjà réussi, parfois beaucoup plus que moi. Donc, c'est vrai que j'ai un réseau de business angels qui est particulièrement important. Donc, au total, aujourd'hui, on a un peu plus de 120 business angels. J'ai tous les gros noms de business angels qui font des chèques importants. J'en ai beaucoup chez moi, quoi. On prend toutes les licornes françaises, j'en ai beaucoup. J'ai des Alexandre Yazdi, même les nouveaux, là, les Nicolas Julia de Sorar, par exemple, et Adrien Montfort. Bon, voilà, tous ces gens-là, ils sont chez moi. Donc j'ai réussi à construire mon réseau à travers les années. Save, ma première boîte, elle était vraiment très très médiatisée, donc ça m'a aidé à construire ce réseau et puis à les rassurer du coup sur une deuxième aventure entrepreneuriale. Donc au total, on a levé avec des Business Angel 1, plus 2, plus là 8. Et après, sur la partie dette, là aujourd'hui, je suis à peu près 35 millions d'euros au total d'encours ou de capacité. Et dedans, il y a tout type de dette. Il y a à la fois de la dette bancaire, il y a de la dette PGE BPI, il y a du prêt innovation BPI, voilà, il y a tout ce qu'on a pu taper, on l'a pris. Et là, maintenant, ça commence à être des volumes qui sont un peu plus importants. Du coup, maintenant, on a aussi des acteurs institutionnels, donc des fonds de dette. On a le plus gros fonds de dette français en asset management. Il y a un fonds de 6 milliards qui s'appelle Eiffel Investment Group. Et donc là, c'était le grand truc de l'année 2022 pour nous. C'est qu'on a contracté pour la première fois avec un très gros fonds de dette pour des grosses capacités. Et voilà, donc c'est passionnant. Mais donc l'idée, moi, en fait, ma deuxième aventure entrepreneuriale, elle était, j'ai dès le début voulu concevoir une boîte assez rentable Ok. pour très vite ne pas faire la course à la levée de fonds. Après, la levée de fonds, ça peut être simple. Enfin, à un moment donné, on grossit, il faut aussi capitaliser la boîte, c'est normal.
Mais ce qui n'est pas normal, c'est de perdre 300% de son chiffre d'affaires tous les ans, de recruter 300 personnes dans l'année, puis 2 ans plus tard d'en licencier 150. Enfin, tu vois, l'écosystème français regorge d'histoires comme ça. C'était aussi mon histoire sur l'entreprise d'avant. Donc voilà, l'idée c'était de lever le minimum de capital en equity, mais par contre de lever le maximum en dette, parce que ça c'est sain, ça veut dire que tu es capable de pay back les créanciers rapidement. Et du coup, ma question, c'est quoi la différence entre le capital et la dette chez les startups? Ah ok, alors le capital c'est de l'argent qu'on te donne en échange d'être actionnaire de la boîte et d'être avec toi, mais concrètement tu n'auras jamais, jamais, jamais à rendre cet argent. Les personnes qui sont devenues actionnaires s'enrichiront soit quand tu vendras, soit quand tu verseras des dividendes, mais au même titre que toi d'ailleurs. En fait, ils seront du coup très alignés à toi. Alors que la dette, ça n'a rien à voir. La dette, c'est de l'argent qu'on te donne pour que tu le rendes, avec un taux d'intérêt la plupart du temps, évidemment. Donc, par exemple, quand tu lèves pour un appartement, bah, tu vas emprunter sur 25 ans, mais il y a en contre-garantie, il y a le bien immobilier. Et bah, dis-toi que moi, pour les smartphones, c'est pareil. On me prête pour que j'achète des smartphones, sauf qu'on ne me prête pas sur 25 ans, évidemment. On me prête sur 3 à 5 ans en fonction du produit financier, avec un taux d'intérêt. Et voilà. Ok, non, c'est là la différence. Mm. On enchaîne. Oula, c'est une autre question. Alix, comment tu as trouvé du coup les BA? As-tu des astuces pour les trouver facilement? Donc, on a parlé de comment tu as pu le trouver, avec du coup le réseau Ouais, d'école bien sûr, principalement, et après avec la première boîte aussi. Les astuces pour ouais. ceux qui trouvent pas, comment ils peuvent trouver Ouais. des investisseurs? Ouais. Alors, bah, en fait, même si j'ai un beau réseau de business angel, bah, j'utilise quand même les mêmes astuces. Parce que, en fait, c'est un peu toujours pareil. C'est OK, on connaît, j'ai un beau réseau, mais donc ça va me permettre de générer facilement un rendez-vous. Mais déjà, voilà, quand tu dois en chercher beaucoup, il y a aussi des gens qui refusent de participer à l'aventure. Donc il faut vraiment en voir beaucoup dans une levée de fonds. Donc des astuces pour en trouver, c'est assez simple. Il faut le demander à vos BA qui sont déjà dans l'aventure entrepreneuriale si vous en avez. Donc grosso modo, c'est pour ça que généralement une levée de fonds, ça se fait par étapes. La première levée de fonds que vous allez réaliser dans votre boîte, c'est ce qu'on appelle le love money. Pourquoi on appelle ça du love money? C'est parce qu'en fait, c'est des gens qui sont là pour vous, en fait, pour l'amour qu'ils ont pour vous, et pas spécialement pour le business. Ça peut être votre mère, votre père, votre oncle, votre prof de technologie de la 5e qui croit en vous. Enfin, non, mais voilà, c'est ça. C'est des gens qui ont en fait croisé votre route et qui se disent putain, si ce mec-là il monte un truc, il y a quand même de grandes chances que ce soit stylé, donc j'ai envie d'y participer. Et ça, évidemment, c'est vraiment le premier socle de gens qui vont vouloir participer à l'aventure entrepreneuriale. Et puis après, il y a un deuxième socle qui est donc le vrai tour de seed. Et généralement, c'est les BA d'avant qui vous ont poussé les BA du seed. C'est-à-dire qu'en fait, vous leur dites, bah écoutez, je suis en train de faire un tour de table. Est-ce que tu n'as pas des personnes à me présenter? Une fois que tu arrives à convaincre un premier business angel, tu as toujours le call à la fin du closing de dire, bah, toi, tu as kiffé le dossier. Est-ce que tu connais pas d'autres gens qui ont de l'appétence pour ce genre de dossier? Et donc, du coup, tu as un effet réseau qui se met en place et qui fait que tu t'arrêtes jamais de faire des rendez-vous, en fait. Parce que si une personne te en présente 3 et que tu en convertis une sur 2, bah, en fait, ça continue, ça continue, ça continue. Ok, ça marche. Et il y avait une question pour moi, c'était... Tu as parlé du love money. Est-ce que c'est sain d'avoir sa famille dans sa boîte? Moi, je pense que non seulement c'est sain de faire investir sa famille dans sa boîte, mais moi, je trouve que c'est aussi sain de travailler avec sa famille. Je trouve que c'est aussi sain de travailler avec ses amis à des postes stratégiques. Parce que j'estime que si c'est des gens que vous estimez beaucoup dans le quotidien, dans votre vie, il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas envie de travailler ensemble. Et bah oui, ça a des risques, mais en même temps, c'est comme partir en vacances avec ses amis, ça aussi, c'est un risque, tu vois. Enfin, à un moment donné, c'est la vie, quoi. Ok, ça marche. J'enchaîne. Alors, Il y a beaucoup de questions, là. ouais, je sais. Comme d'hab, ça fait toujours plaisir. Merci. Miaou TV qui nous dit, est-ce que tu investis dans les startups? C'était ma question en plus. Si oui, en moyenne, combien par an? Quel secteur? Success story, des échecs. Voilà, vive les échecs. Yes, vive les échecs. Ouais. Est-ce que tu investis? Ouais, bien sûr. J'ai investi dans une 60-70 startups. Combien en moyenne? Entre 10 et 50 000 euros. Combien par an?
Bah, ça dépend entre 50 et 250 000, je dirais, par an. Et mince, la question est partie. Des succès, des échecs. Ouais, bah, j'ai investi dans Zenly qui a exit. J'ai investi dans Payfit en seed qui a exit. Et j'ai exit récemment. Oui, enfin, je dois avoir 5 ou 6 boîtes qui ont exit et je dois avoir 35 boîtes qui se sont rétamées normalement. Il y en a évidemment. Mais j'ai fait un très très beau coup, c'est Payfit. Donc, Payfit, j'ai exit, investi. c'est réussite. Ouais, ça veut dire que j'ai vendu mes parts. Ouais. Ok. Payfit, j'ai investi à l'époque, la boîte valait 2 ou 3 millions d'euros de valorisation. C'était quand? C'était en 2015. Ok, ah oui. Et, ouais, et je suis sorti là récemment à 600 millions de valo. Donc, genre, j'ai fait, je sais plus, avec la dilution, j'ai dû faire 80 fois ma mise. Voilà, Propre. J'espère un jour dans ma vie avoir eu l'occasion de refaire ça. Et évidemment, ce ticket-là m'a payé tous les autres investissements. Ok, parce que du coup les autres... Bah, il y a beaucoup de casse. Hein, investir dans les startups, c'est génial, mais il faut avoir suffisamment d'argent pour faire au moins 20 investissements. Tu vois, parce que c'est tellement risqué que si dans les 20, tu tombes pas sur une boîte, tu vois. Et tu as même des boîtes où tu tombes sur des pépites, mais en fait, ça dégage rien. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais par exemple, je te donne un exemple. Moi, je suis investisseur dans Yuka, par exemple. Ouais. Bon, bah, tu vois, tu fais des yeux incroyables, du Ouais, genre bête de deal, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais Yuka, en fait, niveau tu vois, business, c'est pas... ils vendent des calendriers de fruits et légumes, tu vois ce que je veux Ouais, dire. ouais. Je dis pas que je suis déçu, je suis ravi de participer à la mission exceptionnelle de cette boîte et l'équipe, elle est charmée, mais c'est sûr que c'est pas un super business. Alors qu'au début, tu te dis, putain, t'es investisseur de Yuka. Ouais, c'est... Genre, t'as ce statut. Ça y est, tu peux arrêter de bosser, mais en fait, tu vois, parfois, non. Donc, voilà. Ok. Donc il y a la partie business quand même. On enchaîne. Attends. Il y a un truc. En combien de temps tu penses être rentable avec la location? Alors, nous, on est rentable dès le premier mois parce qu'en fait, je perçois plus de loyer que la perte de valeur de l'appareil. Peut-être que tu veux parler plutôt de payback, c'est-à-dire à partir de combien de temps tu as généré suffisamment d'argent pour avoir payé le prix d'achat du téléphone. Et là, c'est assez variable, ça dépend des produits, ça dépend des stratégies qu'on met en place, mais c'est entre 18 et 30 mois. Ok. 22, 23 mois le target. Ok. Moi j'avais une question tout à l'heure. Tu as parlé du coup des smartphones. C'est que tu vas lever des fonds pour acheter de nouveaux smartphones qui vont sortir à chaque fois. Ouais. Et du coup, il se passe quoi avec les anciens? Les iPhone 5, C'est 4, une très 3. bonne question. En fait, nous, on passe notre temps à acheter et revendre des smartphones. On achète des smartphones dont on a besoin pour pouvoir expédier. On achète les smartphones dont on a besoin pour expédier aux clients. Ok. Et on passe notre temps à revendre les smartphones qu'on ne peut plus remettre en stock. C'est-à-dire qu'on a tout le temps des smartphones qui reviennent. Et vous les revendez où? Comment? On les revend sur le marché, donc ça peut être à des assureurs, ça peut être à des opérateurs, ça peut être aussi sur Back Market, sur Cdiscount, sur Amazon, ça peut être, on les vend aussi, on peut les revendre aussi à nos fournisseurs, marrant. Donc il y a plein d'options qu'on a aujourd'hui. Pour vous donner une idée quand même, il se vend en France quasiment 2 fois plus de smartphones, d'iPhone d'occasion que neuf. Ouais. En fait, c'est un marché qui est très, très, très volumique. Donc, on peut les revendre. Vraiment, il y a beaucoup d'options, quoi. Après, c'est parce qu'aussi Apple sort un chaque 2 ans, un an maintenant quasiment. Ouais, bien donc sûr, voilà, il y a toujours de la nouveauté Ouais. et les gens veulent suivre. Ok, ça marche. On enchaîne sur Yes, Alexis. Plutôt Bernard Arnault ou Xavier Niel? Ah ouais, c'est pas mal. Vive les marathoniens. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord avec toi. Ah, c'est dur. Ouais, je sais. Dur. Je peux pas répondre à cette question. Je peux pas répondre. Je peux pas répondre. Non. Xavier Niel, il est trop exceptionnel. C'est vraiment un mec qui est parti de rien. Bernard Arnault, on peut pas dire autant. C'est un mec qui vient d'une famille beaucoup plus noble, avec beaucoup plus d'argent. Mais la réussite de Bernard Arnault, elle est tellement plus incroyable que voilà, mon cœur balance. J'en connais qu'un des deux, c'est Xavier Niel, et il est extrêmement agréable. Je crois pas que ce soit le cas de Bernard Arnault. Il n'a pas cette réputation-là, mais en tout cas, voilà, évidemment, c'est des gens qui devraient être beaucoup plus starifiés en France. C'est-à-dire?
Bah, en France, quand on dit Bernard Arnault, on dit rarement que c'est un génie. On dit que c'est un riche patron qui marche sur ses employés ou je sais pas trop quoi. Et en fait, c'est dommage parce qu'il y a quand même quelqu'un qui nourrit des centaines de milliers de gens, qui a créé un modèle exceptionnel, qui donne une résonance à la France, tu vois. Ouais, à l'échelle mondiale. C'est incroyable, tu vois. Ça devrait être le héros de la France, ce mec. C'est pas le cas, ouais, c'est dommage. Ouais, on a pas la même mentalité qu'aux États-Unis, où Non. ils ont un peu ce truc de self-made Ouais. man, où ok, Ouais, c'est le beaucoup mec qui a plus. réussi, tu vois. Ouais, Là, la réussite, c'est un peu trop mal vu je suis ici. d'accord. C'est un peu dommage. J'espère changer les mentalités avec tout ce qu'on fait, avec, je pense, la jeune génération qui arrive. Rassurez-moi que, que ça va être encore mieux. Moi, j'ai rencontré les deux. Et du coup, là, j'ai rencontré Xavier pas mal de fois. Et Arnaud aussi, récemment. Et Il est venu ici, grave là? stylé. Non, 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 ça a été grave stylé, mais non. Mais ça m'intéresse. Voilà, tu vois, ça m'intéresse, moi, de savoir beaucoup, beaucoup sur lui. Et du coup, d'avoir aussi le chat et de lui poser plein de questions, je pense qu'il y en aura beaucoup, beaucoup. Mais voilà, je trouve, tu vois, je trouve que. Comment dire? En vrai, tu vois, pour moi, ce qui compte, c'est pas à quel point tu es riche ou de qui tu viens, parce qu'au final, on a tous des ressources. Ce qu'il faut, c'est qu'est-ce que tu fais avec tes ressources, tu vois. Que ce soit les bonnes et les mauvaises ressources. Voilà, on va dire, tu as un Oui, point de départ et tu as un point d'arrivée. mais quand on parle de ces Et... milliardaires-là, ils sont tous mécènes, ils sont Ouais, tous philanthropes, ils sont tous, même à travers leur travail, ils sont tous même moteurs d'un marché, d'innovation, de tout. Enfin, en fait, quand tu parles de gens à cette échelle, ils le sont tous. oui, c'est sûr, Donc en c'est fait, sûr, je trouve c'est ça sûr. un peu dommage de. Enfin bon, bref, On enchaîne. après Radio Yes. Café, ouais. Yes, on a une question de Galou qui nous dit comment tu as fait le calcul pour la valorisation sur ta première levée? Très très bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Comment on calcule la valorisation d'une entreprise? Ça s'est fait, surtout sur la première levée, ça s'est fait vraiment. Genre, je voulais pas lever et me diluer de plus de 15%. Et du coup, je me suis dit qu'il me fallait 1 million. Donc, j'ai fait 1 sur 7 millions pré-monnaie. Ce qui fait, je sais plus, 12 ou 13 ou % de dilution. Voilà comment on a fait la première levée. Mais j'avoue, bon, c'est un peu particulier. On a levé 1 million avant de commencer. Xavier Niel a mis 300 ou 400 000 et après c'est quelques autres BA qui étaient vraiment des gens qui de toute façon je savais que j'allais lever parce qu'en fait à la fin de Save j'ai eu plein de gens qui m'ont appelé qui m'ont dit attends tu fais pas un tour de table sans moi à la prochaine levée, donc je sais que j'avais déjà énormément de gens qui voulaient investir dans la prochaine boîte, donc c'est un peu moi qui ai décidé les conditions. Voilà. Ok, donc après un échec, il y a toujours des gens qui sont là pour ta prochaine réussite. Ça, c'est Ouais. bien. On enchaîne. Alix, saurais-tu me dire la part d'equity qu'on dilue lors d'une première levée de fonds par un BA? Est-ce qu'il est possible de dire combien d'equity as-tu dilué? Je pense que tu viens de le dire. Si. Non. Non, je crois. J'ai l'impression de pas bien comprendre parce que je sais pas si c'est. Enfin, c'est pas des termes très techniques, donc j'ai du mal à parfaitement comprendre la question. Ouais. Mais je dirais que si tu parles de la dilution d'un tour, généralement un fonds qui est un investisseur institutionnel qui du coup a des règles d'investissement, il va chercher entre 20 et 30%. Alors du coup, lui, c'est de son côté d'ownership, c'est-à-dire de détention d'actions de ta boîte. Et du coup, toi, puisque du coup, ce sont des nouvelles actions qui sont émises lors d'un tour de table, eh bien, ça dilue les autres porteurs, c'est-à-dire que tu gardes le même nombre d'actions, mais il y a un nombre d'actions plus important dans la boîte, et donc tu perds en pourcentage, même si tu gardes le même nombre d'actions. Ok. Je Ok. sais pas si c'était trop la question. En tout cas, j'ai compris ce que tu as dit. Bon, C'est le top. plus important. Yes. Et on enchaîne toujours. Alix, faut-il forcément passer par une école de commerce lorsqu'on veut monter une entreprise? Quelles écoles de commerce sont pour toi les meilleures? Donc, deux questions différentes. Déjà, la première, est-ce qu'il faut passer par une école de commerce? Je pense qu'une école de commerce, c'est une bonne manière de monter une boîte parce que tu vas apprendre plein de choses différentes. Parce que les écoles de commerce ne sont pas très professionnalisantes. C'est-à-dire qu'on ne va pas t'apprendre à... Tu vois, une école de photo, si tu apprends à faire de la photo, tu sors de l'école, tu sais faire des photos. Une école de commerce, on t'apprend tout et n'importe quoi. Il y a plein de disciplines. Donc, on va t'apprendre plutôt une méthode de travail, une méthode de pensée
qui, je pense, est un bon moyen de commencer, une bonne manière de monter une boîte. C'est loin d'être obligatoire. Et après, bon, faut pas se leurrer, hein, les plus belles startups françaises, elles viennent aussi des plus belles écoles de commerce françaises. C'est que des gens qui viennent d'HEC, de ESSEC, etc. Il y a un côté très méritocratique dans l'entrepreneuriat. N'importe qui peut faire n'importe quoi. Mais quand même, à la fin, on se rend bien compte que c'est toujours les mecs d'HEC qui sont en haut des plus belles réussites startups, des plus belles réussites grands groupes. Je pense que ça vient juste du fait qu'il faut accepter que ces gens-là sont l'élite, qu'ils ont particulièrement bien bossé quand nous on foutait rien et qu'ils sont devenus incroyables. Et donc voilà, c'est pas du tout obligatoire, mais c'est sûr que du coup, l'élite française, c'est les écoles de commerce, en France en tout cas. Et du coup, on voit bien que c'est aussi ces gens-là qui sont dans les élites start-up. Ok. Il y avait du coup une deuxième question, c'était quoi déjà? Ouais, les écoles meilleures, ça je pense, on en parlait de ça. Hyper clair, merci. Combien tu te verses en salaire? Une question de Jean-Baptiste. Je me verse, alors je me verse pas de salaire, malheureusement. Je facture Mobile Club pour pas mal de raisons, mais très cool d'en parler. Je suis ravi d'en parler. Vas-y, fais-toi plaisir. Parce qu'en fait, quand tu es mandataire social, c'est-à-dire quand tu es patron, concrètement, tu n'as pas le droit au chômage quand tu te fais licencier ou quand tu pars ou de la société, etc., etc. Du coup, c'est vrai que quand tu es salarié, tu cotises à beaucoup de choses qui ne sont pas forcément utiles. Du coup, j'ai décidé de me structurer complètement différemment pour Mobile Club. Et donc, à la place de me verser un salaire de Mobile Club, je facture à Mobile Club des honoraires de management fees. Et après, moi, je me verse un salaire avec la structure sur laquelle je facture, qui est une holding perso. Ok. Et je me verse un salaire tout petit pour avoir un peu d'argent pour vivre au quotidien et pour avoir la sécu, tout ça, quoi. Et donc, pour répondre à ta question, je facture 180 000 € par an à Mobile Club, ce qui correspond à 130 000 € de salaire brut annuel, ce qui est le plus haut salaire dans ma boîte. À savoir, c'est le salaire de mon DAF et de mon CTO. Okay. En fait, en gros, moi, ce que je fais, c'est que depuis le premier jour de Save et de Mobile Club, je me verse toujours le plus haut salaire autre que j'ai dans la boîte. Je me verse pas plus et je me verse pas moins. Du coup, toi, tu es pareil que le CTO et le DAF. Pareil que le CTO et le DAF. Sauf que eux, ils gagnent 130 000 € par an annuel brut. Et moi, je facture 180. Mais le coût est le même pour l'entreprise. Puisque quand tu verses 130 000 € brut annuel, tu payes 44% de charges patronales derrière. Et donc, le coût total pour l'entreprise, c'est la même chose. Du coup, tu ne payes pas des charges patronales pour toi-même? Du coup, exactement, ça m'évite de payer des tonnes de charges patronales et de cotisations sociales. J'en paye qu'une petite partie sur la petite partie que je me verse en salaire. Je sais pas si c'est un peu technique. Non, mais j'ai compris. Voilà. Yes. Mais en tout cas, du coup, pour répondre, se verser la même chose que l'autre plus haut salaire dans ta boîte, c'est une bonne manière de faire, je trouve. Parce que, en fait, de toute façon, c'est toujours difficile de se payer de manière arbitraire plus que tout le monde, je trouve. Et je trouve que se verser le même salaire que le plus haut salaire, c'est une manière assez fair de ne jamais avoir à négocier sa rémunération et de faire en sorte que ce soit pas trop discutable parce qu'il n'y a pas de raison que le CEO soit moins intéressant que le CTO. Tu vois ce que je veux dire? Donc, a priori, se verser le même salaire, c'est une bonne règle, quoi. Ok, ça marche. On peut poser des questions? Bah oui. Voilà, et nous, on peut répondre. Donc, fais-toi plaisir. On enchaîne. Alexis, il semble t'avoir entendu dire qu'au début de l'aventure Mobile Club, tu avais fait en sorte de ne pas reproduire les erreurs de Save, notamment sur le suivi financier. Peux-tu en dire davantage? Quelles sont tes bonnes pratiques? Putain, tu t'es renseigné plus. Ah, Ouais. j'adore. Yes. Bah non, mais c'est très bien. Ça, du coup, c'est une super question. Il y a que des super questions depuis tout à l'heure. Hein. C'est vrai qu'il n'y a que des super questions. Yes. Bah, concrètement, sur Mobile Club, on fait un closing comptable mensuel. C'est-à-dire qu'en fait, on est à jour de toutes nos factures mensuellement et on a internalisé la compta. Ce qui fait que j'ai vraiment techniquement un comptable qui rentre toutes les factures du mois et qui m'envoie le 15 du mois un compte de résultats quasiment closé mois par mois. Comme ça, je peux voir... Le 15 d'après. Ouais, le 15 du mois d'après, exactement. Et du coup, j'ai vraiment mois par mois, tu vois. Et alors, mois par mois, du coup, je fais un meeting avec mon directeur financier
et on commente ensemble les éléments et on voit ce qu'on peut améliorer mois par mois. Donc là, pour moi, c'est le mode de gestion le plus fin qui peut exister parce que du coup, tu ne te laisses surprendre de rien, quoi. Et du coup, il s'est passé quoi avec Save? Bah Save, du coup, alors j'avoue tout à l'heure tu parlais que tu disais c'était un échec. Alors quand même, je dois rappeler un peu que donc Save, c'est toujours aujourd'hui le plus gros réparateur de smartphones en Europe. Ouais. Il y a plus de 350 magasins. C'est une boîte qui doit faire 50 millions d'euros de chiffre d'affaires dans ces eaux-là. Des centaines et des centaines de personnes que j'ai recrutées y travaillent encore et on a vendu cette boîte-là 17 millions d'euros. Donc c'est pas non plus un échec. Les médias n'ont pas très bien traité, je trouve, la fin de Save. C'est un peu dommage. Mais moi, en tout cas, j'estime que c'est un demi-succès, plutôt. Parce que ça aurait pu sortir à beaucoup plus. Mais voilà. Bah, alors, pour revenir à Save, Save, on a ouvert quasiment 150 magasins en une année, qui était l'année 2015. T'étais là à mon pitch, du coup, à la Founders Night. Et en 2016, on s'est rendu compte qu'on avait investi dans beaucoup de magasins qui n'étaient pas rentables. On n'était pas du tout structuré pour pouvoir aller à cette vitesse-là. Et donc, on a beaucoup souffert d'une mauvaise compta, d'une mauvaise finance, de beaucoup d'investissements qui sont avérés pas rentables. Et donc, on a décidé de restructurer la boîte en 2016. J'ai licencié 250 personnes en 3 mois. Ouais, ça, c'était vraiment T'as fait comme Elon Musk, un mail vendredi 9h du matin? Bah, Elon Musk, c'est pas lui qui les a recrutés. C'est encore pire quand c'est toi qui les as recrutés l'année d'avant. Et du coup, c'était quoi la strat? Comment t'as fait déjà pour les virer? Bah écoute, on a fait un plan social, 3 d'affilée. Et en fait, concrètement, on avait des magasins qui étaient rentables et des magasins qui n'étaient pas rentables. On a décidé du coup les magasins qui devaient rester en ouvert et les magasins qui devaient fermer. Et puis ça nous a donné une roadmap de fermeture. Et on a tout exécuté en 3 mois. Donc c'était un peu à la sauvage, mais très efficace, puisque du coup, dès la fin de l'année 2016, on était de nouveau rentable. Mais tu vois, on n'avait pas cette finesse de gestion qu'on a aujourd'hui avec Mobile Club pour la question d'Alexis, quoi. Ok, ça marche. On enchaîne. Yes, super question de Galou. Est-ce que tu as déjà eu des vols de téléphone? Et si oui, quel process tu as mis en place pour éviter cela? Ouais, Je loue un téléphone, je le remets jamais. Non, mais ça arrive, hein, donc... Alors, le gros du travail, il est en préventif plutôt qu'en recouvrement. C'est-à-dire que nous, on va demander beaucoup d'informations au client avant de lui envoyer le téléphone. C'est-à-dire que sur le site de Mobile Club, si vous y allez là, vous allez pouvoir voir qu'à la fin du funnel, on va vous demander une pièce d'identité, un justificatif de revenus, 2 moyens de paiement. Et ça va nous permettre déjà de faire le tri entre les gens sérieux et les gens pas très sérieux. Alors peut-être que du coup, de temps en temps, on refuse des gens qui auraient été des bons payeurs, mais malheureusement, on a une gestion du risque et du coup, on prend vraiment les personnes qui n'ont pas 6 comptes bancaires, des histoires pas possibles. Tu vois, on prend les trucs stables parce qu'il s'avère que dans la data, c'est les gens qui payent le plus facilement, quoi. Donc le gros du métier, il est préventif. Et après, évidemment, on fait du recouvrement, hein. On va même jusqu'à assigner en justice. Donc là, il y a une escalade de mails, de SMS, de courriers, qui va jusqu'à l'assignation en justice, quoi. Ok. Alors, bonsoir à tous. À partir de combien d'utilisateurs mensuels d'une application smartphone es-tu prêt à investir? Ah, super question. Donc, quand tu investis dans des startups, Ouais. les applis, entre guillemets, tu cherches combien d'users? Honnêtement, ça dépend totalement de l'application. Si c'est un réseau social, il va falloir que ce soit énorme. Si c'est un outil très spécifique pour lequel les utilisateurs payent l'application, j'ai pas besoin que ce soit des centaines de milliers, hein. Il suffit si tu as réussi à convaincre quelques centaines de personnes de payer et que tu leur donnes un tool, tu vois, qu'ils utilisent à leur quotidien, ça suffit. Donc, je dirais que ça va vraiment beaucoup dépendre. Mais si c'est un truc très gratuit, très média, ouais, il va falloir vraiment beaucoup de volume. Ok. Il y avait juste une question sur LinkedIn, j'ai vu tout à l'heure, Stéphane. Est-ce que tu seras au CES de Las Vegas? Non, pas cette année malheureusement. T'étais là-bas l'année dernière, l'année d'avant? Non, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, ouais. Et j'y suis allé 3 fois. C'est très sympa, mais il faut avoir le temps parce que, évidemment, c'est très sympa. Il y a beaucoup de conférences, on rencontre beaucoup de gens. C'est toujours un bon moment. Maintenant, moi en plus, dans les smartphones, il y a pas mal de business à faire. Maintenant, voilà, c'est à l'autre bout du monde. C'est très sympa, Las Vegas, mais voilà, on va pas y aller tous les ans, quoi. Ouais, j'avoue. Yes. J'avais une question déjà. J'ai vu qu'Apple a commencé à faire de la location.
il y a un petit moment, 5-6 mois maintenant, un peu plus peut-être, il y a un an. Et... Pas en France encore, Ouais. mais aux US depuis 2015-2016. Ok, donc j'ai une question, mais elle est divisée en deux du coup. Comment toi, quand tu as vu l'info, tu l'as reçue? Comment tes Ouais. invests l'ont reçue aussi? Alors moi, c'est une petite précision qu'on n'a pas donnée, j'avoue, au mic là. Mais quasiment tous les smartphones de la flotte Mobile Club sont des smartphones reconditionnés. Donc en fait, chez Mobile Club, d'ailleurs, il n'y a pas d'iPhone 14 à la location. Ça démarre à l'iPhone 13, donc la génération de l'année dernière. Donc concrètement, le jour où Apple va lancer de la location, ils vont le lancer comme aux États-Unis depuis 2015. Ils vont lancer de la location sur le neuf, hein. Apple ne vend pas de téléphone d'occasion. Et ils vont lancer un produit de location sur leur modèle phare. Et aujourd'hui, le modèle phare, c'est l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro. Moi, je n'attends que ça, qu'Apple lance en France une offre de location, parce qu'ils vont lancer une offre de location sur le 14 Pro qui va être 2 fois plus cher que l'offre que j'ai moi sur le 13 ou le 13 Pro. Donc je vais être le back market versus Apple. C'est-à-dire que en fait, back market, les gens vont sur le site de back market pour acheter une génération précédente 40% moins cher, 50% moins cher. Et les gens viendront louer chez Mobile Club pour être en location 50% moins cher versus Apple. Ok. Donc que les gros se mettent à faire de la location sur le neuf, c'est plutôt une très bonne opportunité pour nous. Parce que ça fait du marketing aussi et ça... Ouais, voilà. Aujourd'hui, je me base sur un marché. Moi, je suis le leader de la location de smartphones en France. C'est super, on a 30 000 clients. Ouais, c'est chaud. Il y a 70 millions de Français, 70 millions de smartphones qui sont quasiment quotidiennement utilisés. Et nous, aujourd'hui, on n'a que 30 000 clients. Donc, la location, c'est quelque chose qui est en train de démarrer, quoi. Ok. Il n'y a pas une potentielle revente à back market par la suite? C'est pas du tout dans les tuyaux, je les connais bien, il n'y a pas de discussion. On a déjà eu des discussions pour proposer des offres Mobile Club sur le site de Back Market. Ouais. Et il y aura peut-être des tests dans l'année à venir. Il n'y a rien de planifié, mais ça discute, quoi. Ok, ça marche. On enchaîne sur les questions. Merci beaucoup pour une telle transparence sur les salaires. Voilà. Il est content, Avec Jean-Baptiste. plaisir, il n'y a pas de souci. Ah, merci. Où chercher les bons outils pour optimiser les coûts au début? Logiciel moins cher ou autre? Très bonne question. Je suis pas un fou de la startup lean, tu vois, le petit plan pour avoir les outils moins chers et tout, parce que Mobile Club, j'ai démarré, j'avais 1 million d'euros, donc je vais pas faire genre, je pouvais pas sortir ma carte pour des outils à 5 euros. Donc honnêtement, je serais pas la meilleure personne pour répondre à ça. Moi, je te dirais surtout que moi, en interne chez Mobile Club, je fais la guerre au quotidien pour réduire le nombre d'outils qu'on a, parce que c'est super simple, hein, tous les sales, ils ont tous besoin d'un truc pour scraper, un CRM, un machin bidule. Et en fait, tout le monde se retrouve avec 6, 7, 8, 9 licences par personne. Genre parfois des licences à 100 euros par mois, parfois des licences à 40, 50. Et en fait, tout ça, ça coûte énormément d'argent en interne dans les boîtes. Donc moi, je fais le travail budgétaire tous les ans de tout pointer et d'essayer de diminuer le nombre d'outils. Donc moi, j'ai l'impression qu'on prend des outils aujourd'hui pour n'importe quoi, parce qu'il y a des outils pour n'importe quoi, mais qu'on peut très bien faire les choses de notre côté, sur Excel, sur Word. J'ai l'impression qu'on utilise des outils pour tout. C'est pas toujours hyper utile, quoi. Ok, ça marche. Et il y avait Alexis qui nous dit qu'il y a Join secrète avec le code promo Alexis, avec la petite promo. Génial. Franchement, tu l'as très bien placé. Profite. Ah là là. Virtual qui nous dit, attends, est-ce que tu as eu des mentors pendant tes débuts? Est-ce qu'on en a toujours? Est-ce que tu mentors des jeunes entrepreneurs aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Ouais, pour les trois. Ouais, pour les trois. Est-ce que tu as eu des mentors pendant tes débuts? Oui. Au début, j'étais très très proche de l'écosystème The Family. J'étais d'ailleurs la plus grosse boîte de The Family pendant longtemps. Donc j'étais très proche d'Alice, de Oussama énormément. Et surtout de Jean de la Roche-Brochard qui est toujours, du coup ça c'est pour répondre à toujours, qui est toujours quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, qui est au board de Mobile Club, voilà, qui est quelqu'un avec qui je passe pas mal de temps. J'en ai moins qu'avant quand même des mentors, parce que je dis pas que j'ai moins à apprendre, mais tu sais, on a envie de donner beaucoup de temps aux petits jeunes quand ils démarrent. Et, bon, c'est vrai que maintenant j'ai 32 ans, c'est un peu différent. Et est-ce que je mentor des jeunes? Ouais.
Alors moi, par contre, je suis pas The Family, donc j'essaye de le faire avec le temps que j'ai, les moyens que j'ai, mais ouais, 100%, je mentor des gens, j'investis dans leur boîte, je leur donne des conseils. Et en ce moment, d'ailleurs, je passe pas mal de temps avec un petit jeune qui s'appelle Jules Simian, qui est assez exceptionnel, très jeune. Extra student. Top, extra Ouais, on student. connaît. Bravo, bravo, Yes. bravo. Ah oui, bien sûr. Cool, cool. Salut à Jules, si on regarde peut-être ce live en direct. Voilà, c'était là, fais-moi signe. Sinon, en replay. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah, il y avait pas mal de questions. Moi, j'ai une question. Après, je reviens. C'est vraiment sympa ton truc, hein. Merci. Mais vraiment, c'est cool, t'as des gens qui posent des questions et tout, c'est vraiment cool. Je me rends pas compte quand on est un auditeur si c'est vraiment sympa parce que Dites-nous. bah, en fait, c'est vrai, t'écoutes beaucoup de questions que toi, t'as pas posées, mais bon, enfin, franchement, c'est super sympa. Ah, écoute, merci, ça fait plaisir. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, je vais te donner des mots. Et du coup, c'est des secteurs, des services, si je peux appeler ça, dans les startups ou dans les boîtes en général. Ouais. Et je veux bien que tu me donnes un conseil que tu as appris de tes 2 expériences. Voilà, pour chaque mot que je vais te donner. C'est parti. Yes, marketing. Alors, du coup, attends, Tu m'as dit, c'est parti. Non, mais c'est parti, mais je m'attendais Donc- à une phrase en fait. Non, non, donc l'idée, c'est si je te dis par exemple marketing, tu vas me dire qu'est-ce que tu as appris, un conseil ces dernières années par rapport au marketing pour faire du bon marketing. Tu vois. Ah ouais, Voilà. ok. Alors, vas-y, ok. Donc, marketing, growth. Qui est vraiment tout le travail de mettre des budgets médias, la conversion, c'est très data orienté, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert avec Mobile Club. Ok. C'est ça que t'attends? Oh oui, c'est ça. Voilà. Ok, Donc un top. peu des retours d'expérience. Côté opération. Qu'est-ce que j'ai appris en opération? C'est une bonne question. À gérer des dizaines de milliers de parcelles. C'est difficile, une boîte e-commerce avec beaucoup de colis, etc. C'est un truc que j'ai appris sur ces dernières années. Ok. Côté tech. Algorithme de scoring de fraude. J'ai appris énormément, du coup, enfin, on a beaucoup travaillé ces dernières années sur une intelligence artificielle de scoring client. C'est-à-dire quand j'ai expliqué là tout à l'heure qu'on demandait un certain nombre de documents, bah dites-vous que ça génère des points de data. On en a genre plusieurs centaines. C'est l'heure de votre commande, ça peut être votre âge, le temps que vous avez passé sur Internet avant de commander Mobile Club. Enfin, on va vraiment chercher des trucs hyper pointus. Et en fait, avec tout ça, on a un algo qui va prendre une décision basée sur tous ces critères de manière algorithmique et surtout avec une pondération différente des critères en fonction des situations. Parfois, il y a des critères qui vont être très déterminants dans le fait de prendre la décision positive ou non. Et voilà. Donc ça, c'est très complexe et j'ai beaucoup participé à ça sans être très tech moi-même, mais on y a pas mal passé de temps. Ok. Culture. Yes. Du coup, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris à construire... C'est ça, en fait. Oui, le retour d'expérience, c'est quelque chose voilà, que tu peux nous partager en termes d'apprentissage. Ah, tu vois. ok, super. Culture, la culture, c'est pour moi la chose la plus importante de votre boîte. Parce que des gens qui ont une superbe culture, mais pas un bon business, ils changent de business et tout de suite ça cartonne. Parce qu'ils ont les bonnes personnes, la bonne manière de faire, etc. Et moi, je suis un adepte des cultures de boîte venant de personnes qui se ressemblent. Enfin, je veux dire, si une culture de boîte stylée, c'est une culture de boîte qui est homogène. Tout le monde s'habille de la même manière, tout le monde parle de la même manière, tout le monde a les mêmes ambitions, tout le monde a la même mission, tout le monde a les mêmes envies au même moment. Et c'est ça qui fonctionne bien dans les boîtes. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, je trouve que c'est très pertinent de s'associer avec ses amis. Ça permet déjà de construire un socle solide. Mais est-ce que c'est facile d'avoir cette culture? Tu vois, je sais pas, tu vois, l'ambition d'un CEO serait différente de quelqu'un qui bosse, je sais pas, dans le service client, par exemple, tu vois. Ouais. Après, par rapport à la boîte, ça peut être pareil. Du coup, on s'adhère à la même mission. Tu as parlé tout à l'heure de Yuka, tu vois. Je pense que tous ceux qui bossent à Yuka, c'est parce qu'ils croient dans Yuka. Mais je demande pas à ce que les gens me ressemblent. Ouais. Tu vois, je demande juste déjà dans un premier temps à ce qu'on me comprenne. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, tu peux sentir la distance, mais te sentir inspiré par le truc. Et alors que Roselyne de 54 ans dans la Creuse, tu vois, elle va même pas comprendre ce que je lui dis, tu vois ce que je veux dire. Donc elle pourrait pas être inspirée.
Ok. Elle peut pas me suivre, tu vois, si déjà elle a pas les mêmes codes, tu vois ce que je veux dire. Ok. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir des gens qui sont tous ultra ambitieux, ultra CEO, etc. Mais en tout cas, juste d'y adhérer et de le comprendre, c'est déjà un socle commun. Ok, ça marche. Yes, il y a Alix qui nous dit tes réponses sont d'une grande aide précieuse, Damien. Ben, Ah, les gens ils kiffent. Hein. c'est sympa, avec plaisir. Et il y avait une question d'ailleurs, Jean-Baptiste. Après, je reviens à ce de tout à l'heure. De Family, c'était pour Save du coup ou Mobile Club? C'était pour Save, mais on les a repris dans Mobile Club et ils ont encore quelques titres. Ils en ont vendu quelques-uns il y a 1 an. Ok, ça marche. Je vais revenir à toutes les questions parce que les amis, il faut qu'on passe quand même aux anecdotes et c'est parti après le jingle. Tu connais du coup les anecdotes de McFly et Carlito, comment ça se passe? Non. Pas du tout, pardon. Yes. Yes. Tu vois, on n'est pas de la même génération, c'est pas grave. Alors, en gros, l'idée c'est simple. C'est que tu vas nous annoncer du coup une anecdote. En une phrase, à titre d'exemple, tu pourrais nous dire, tu vois, par exemple, j'ai eu Patrick Amiel, quand j'ai reçu, il a raconté comme quoi il a déjà été en prison, comme anecdote. Donc ça, c'est une phrase, Ok, il a déjà été en prison. Voilà. ok. Quand j'ai reçu Kevin, premier sirop de comment s'appelle déjà la boîte, j'ai oublié la boîte, c'est pas grave. Lui, son anecdote, c'était j'ai déjà discuté avec Jeff Bezos par mail. Ok. Et du coup, nous, on doit savoir si c'est vrai ou faux parce qu'on va te poser 2 minutes de questions par la suite. Et du coup, là, tu vas annoncer un truc, Wow. soit vrai, soit faux. Ah ouais, donc là, il faut que je balance un truc et... Voilà, ok. soit un truc vrai et du coup, on te pose des questions, tu réponds, soit un truc faux, et du coup, tu dois assumer ton mensonge. Il faut que ce soit radicalement vrai ou radicalement faux ou Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont fait la douille en mode ouais, moitié vrai, moitié faux. Ok. Voilà, si on peut avoir un truc soit vrai, soit faux. Voilà, soit tu fais une vérité et tu réponds aux questions. Et du coup, tu dois nous piéger pour qu'on pense que c'est faux. Soit un mensonge et tu dois nous piéger pour qu'on pense que c'est vrai. Ok. Bon, Ça te va? bah, ouais, ça me va. On va essayer. Prends ton temps pour la question. Je regarde juste ce qui... Ok. J'ai déjà joué sur scène avec Bob Sinclair. Oh, yes, yes, les anecdotes que j'adore. Désolé, on sort un peu du business. Ça va très très bien. Ça va très bien. Je te dis, le gars, la dernière fois, il a été en prison. Attends, il faut pas dire si c'est vrai ou faux. Il faut poser des questions. Donc voilà, j'ai une première question. Donc, quand? C'est qui Miaou TV? Je sais pas, mais on verra par la suite. Je vais revenir. Du coup, quand? Quand, pardon? Il y a 7 ans. Ok. Et t'as vécu ça comment? Et ben en fait, écoute, j'étais derrière les platines, etc. Et puis lui, c'était le DJ d'après. Et donc après, il a kiffé. On a quand même joué 10 minutes ensemble. On a échangé quelques tracks. Et puis voilà, on était sur scène ensemble. C'était où? C'était aux planches. Ok. Et il est habillé comment? Je me rappelle plus. Ok. Toi, t'es habillé comment? Je ne rappelle plus. C'était il y a 8 ans. Ok. C'est chaud, ouais. On a une question de Baba. Est-ce que t'es plus grand que lui en taille? Non, on fait à peu près la même taille. Ok. C'était pendant une teuf que t'as organisée? Non, on était tous les deux bookés ce soir-là. Ok. Et tu savais qui était là du coup? Ouais, je savais qu'il allait venir. Ok. Et est-ce que tu l'as revu après? Ouais, j'ai déjà revu après. Et il s'est rappelé de toi? Non. Putain, ce moment, c'est toujours dur. Toi, t'es la mode. Ah non, merde. Putain, il m'a oublié. Je vais rien dire. Voilà. Je vais rien dire. Voilà. Il s'est passé un truc à la Founders, mais voilà, je vais rien dire. C'est pas grave. Yes. J'attends les questions. Qu'est-ce que je peux poser Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Il a pensé quoi ta presta? Je sais pas, je lui ai pas demandé. Ok. En fait, il a joué, moi j'ai récupéré mes affaires et puis ciao. Quoi. Ok, ça marche. Est-ce qu'il a un accent? Non, il a pas d'accent. Ok, ça marche. Bah écoute, voilà. On peut dire que... Attends, c'était... Ah oui, c'était sous quel nom d'artiste pour toi? Archimède, pareil. Toujours. Ok. Pourquoi Archimède d'ailleurs? Parce que il y a une figure géométrique en mathématiques qui s'appelle la spirale d'Archimède et c'est exactement la spirale d'un vinyle. Voilà. Ouais, c'est profond. Voilà. J'aime bien. Ok, cool. Du coup, les amis, est-ce que c'est vrai ou faux? On a déjà un Il y a vrai. un vrai. Voilà.
Et donc là, j'attends vos réponses. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou que c'est faux, les amis? Dites-moi. Voilà, il y a un deuxième vrai. Vrai, ok, Ah pour l'instant, il n'y a ouais, que des vrais. Ouais. Après, je vais te dire. chaud. Après, tu vas dire. Trop, ouais, ok. Vrai 100 fois, ok. Moi, je Hmm. pense que. En vrai, il y a deux choses, tu vois. Le premier, c'est que les réponses sont très rapides. Donc, j'ai l'impression que c'est un truc qui est vrai. Après, à un moment, t'as commencé à rigoler. Et ça m'a mis trop de doutes. J'étais là en mode, ah, attends, pourquoi il rigole? Tu vois, c'est bizarre. Parce que la question était sérieuse, tu vois. Jonathan Cohen sort encore. Mais je vais suivre la communauté. Voilà, je vais dire que c'est vrai. Ouais, non, c'est faux. Non, non, merde. Ah, voilà. Non, c'est faux, c'est faux. Ça aurait pu remarquer finalement, mais non, non, quand même pas, faut pas exagérer. Il n'y a aucun truc. Ah ouais, rien. Bah, T'as- j'ai déjà joué aux planches et voilà quoi, mais on n'a jamais joué ensemble aux planches et moi j'ai fait le warm-up, machin, non, c'est jamais arrivé ça. Avec un autre artiste? Avec d'autres artistes, Le plus ouais, connu? mais bah, plus connus, ouais, mais moi ce que je fais, c'est vraiment pas du tout la musique de Bob Sinclair. Moi je fais des trucs qui sont très pointus, donc je vais vous donner des artistes, C'est vrai des que je noms peux penser à d'artistes, ça. mais ouais, Merde. c'est difficile quoi. Ok, ça marche. Contre-pied incroyable. Bien joué. Bien joué. Merci, Est-ce que merci. tu l'as déjà rencontré? Qui ça? Bob. Bob Sinclair? Ouais. Ouais, alors par contre, je l'ai rencontré plusieurs fois même d'ailleurs. Il s'est rappelé de C'est toi. un mec qui est extrêmement sympa. Bah non, mais c'est jamais arrivé. Non, merde. Je peux pas lui dire on a joué ensemble. C'est un mec Non, qui non, non, est- mais genre quand il t'a revu la deuxième fois après la première fois. Ouais, parce que je l'ai rencontré, enfin on a dîné ensemble, on était dans un dîner avec pas mal d'amis, etc. Et ouais, il se rappelait, parce qu'en plus on s'est vu à 6 mois d'intervalle. C'est un mec super sympa, suivez-le sur Instagram, il est super marrant sur Instagram. Et il est exactement pareil en vrai. Genre tout ok, le temps stylé, ça. souriant, tout le temps truc, il est tout le temps des mauvaises blagues, il est énorme. Ok, ça c'est stylé. Yes, on enchaîne sur la deuxième anecdote. J'ai monté des dark kitchen. Ok, ça marche. Ça a l'air un peu très. Je sais pas. Du coup, là, dites pas que si c'est vrai ou faux. Maintenant, il faut des questions. Donc, posez vos questions. Et après, dès que j'ai la première question, je lance le chrono comme d'habitude. J'attends la première question. Ouh, très bonne question. Alors, il y en avait une à Asnières et une dans le 10e rue des Petits Champs. Ça se dit ça? Je sais même plus. Je me Ouais. rappelle plus exactement de l'adresse, pardon. C'était quand? C'était en 2017. Ok, pourquoi l'avoir fait? Pourquoi pas? En fait, j'ai eu une opportunité. C'est un ami à moi qui m'en a parlé, qui m'a parlé de ce business. Lui, à l'époque, il était head of sales chez Foodora. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était une app concurrente de Deliveroo qui n'est pas restée très longtemps en France. Et donc là, c'était vraiment la folie c'était vraiment les années de début en fait de Deliveroo, Foodora et Take It Easy à Paris. Et lui, du coup, il m'a proposé ce business. Je connaissais rien, je trouvais ça intéressant. Ok. Vous étiez combien? Bah, on était que tous les deux, mais par contre, après, il y avait des cuistots, quoi. Ok. Miao, il nous dit, est-ce que tu les as toujours, les Dark Kitchen, aujourd'hui? Non. Ok, il s'est passé quoi? Bah, Mobile Club a commencé à grossir, et donc j'ai dû arrêter ça, quoi. Ok. MVH qui nous dit, pour quel type de cuisine? Alors, on avait plusieurs marques au sein de la même cuisine. Il y avait un burger halal, un burger gourmet, genre un peu plus premium. D'ailleurs, c'était énorme parce qu'en fait, grosso modo, la seule chose qui changeait, c'était le steak en fait. et le prix. Ouais, j'avoue, c'est pas du tout pareil. Et il y avait un poké, je crois. Ok. Ouais, j'ai deux dernières questions. Le nom de la rue du premier lieu de la cuisine? Bah, c'était cette adresse dans le 10e, je me rappelle plus. Ok. Rue des petits carreaux, trucs comme ça. Ok. Est-ce que c'était rentable? Ouais, après, c'est la restauration, donc c'est pas non plus des marges incroyables, mais ouais, c'était rentable. Ok. Du coup, les amis, est-ce que vous pensez que c'est vrai ou faux? Est-ce qu'il avait des Dark Kitchen? Je vois que c'est marqué il ment. Mm. J'ai hâte de voir les autres réponses par la suite. Yes. Qu'est-ce que. Voilà, du coup, est-ce que vous pensez que c'est vrai? Voilà, j'ai un vrai. Ok. Donc, faux, vrai, vrai, vrai. Franchement, je sais pas. Parce que. T'as rigolé encore une fois? Arrête de rigoler quand tu parles. Ça me met des doutes. Moi, je suis en mode, je sais pas trop. Vrai, les yeux partent à droite. Faux. Ah, le mec, il fait en plus de la PNL et tout, Ah trop ouais. fort. Il ment avec son sourire. Like En vrai, to je sais me. pas, c'est ça le problème. C'est qu'en même temps, t'as les yeux qui repensent à avant. En même temps, t'as le mensonge. En même temps, il s'était pas rappelé d'adresse.
Tu vois sa tête en arrière. Oh Ah, là là. c'est Lie to Me aussi. Oh, on t'a cramé. Du coup, il y a beaucoup de vrais quand même, hein. Du coup, vu qu'il y a beaucoup de vrais, moi je vais dire faux. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Non, c'était vrai. Ah merde. Ouais, c'était vrai. Échec Bravo total à ce ceux qui ont soir. trouvé, ouais, Bravo. ouais. Non, je me suis dit, je peux pas dire deux conneries quand même. Ouais, C'est t'aurais un pu. peu dommage. Non, mais t'aurais pu, franchement. T'étais bien parti au début. Et du coup, tu les as revendus après les Dark Kitchen? Et ouais, exactement. Bah, je les ai tout simplement revendus au mec avec qui j'avais monté. Voilà. Ok. Après, en vrai, j'ai pas trop réfléchi parce que sur le. J'étais pile entre Save et Mobile Club. J'ai lancé plein de trucs en fait entre Save et Mobile Club. Qu'est-ce que t'as fait? Parce qu'en fait, Mobile Club, au tout début, comme je l'avais dit, ça devait être une spin-off avec Free. En fait, on était censé monter un service pour Free. Et donc, on était toujours un peu en attente des équipes, etc., etc. Et donc, du coup, moi, j'avais du temps à côté. Donc, je me suis mis à faire plein de projets entrepreneuriaux. J'ai monté une marque de skateboard électrique sur Internet. J'ai lancé une agence de com. C'était un peu spécifique et tout, mais voilà, on a eu 2-3 clients. J'ai lancé ces Dark Kitchen. Et en fait, je me suis mis à lancer plein de projets, à aider plein de monde, à investir un peu mon argent, etc. Et puis, bon, après, Mobile Club a démarré. Évidemment, je savais que j'allais pas avoir ce temps, quoi. Ok, ça marche. On revient en question. C'est parti. Merci Alex d'ailleurs pour le sub, je viens de le voir, ça fait plaisir. Ah là là, ça fait toujours plaisir. En plus pour le dernier live de l'année. Je reviens en question parce qu'il y avait beaucoup tout à l'heure. Il y avait un truc dont tu m'as parlé. C'était Miao TV qui nous dit perso, tu m'aides grave depuis 2 mois avec ma boîte. Merci beaucoup, un bonheur d'être ton voisin. Avec plaisir, ma poule, mais c'est qui Très bonne question. Ah, c'est Charles, je pense. C'est Charles, ça doit être Charles, ça. Je sais pas. Ah oui, c'est ça, c'est Charles. C'est qui Charles? Yes. Et, Charles, c'est un mec super qui a monté un snack sain. Sa boîte, elle Stylé. s'appelle Enfin. Ok. Les snacks, ça s'appelle Baguera. Et c'est des petits sachets de cubes. Et c'est super bon. Et on peut retrouver ça sur son site, évidemment. Mais l'idée, c'est de trouver ça très vite en grande surface. Et il a déjà plein de références super cool. Et je l'héberge en ce moment, voilà. Donc c'est mon voisin de bureau. Il est Trop venu, stylé. il est venu au bureau. Ok, trop stylé. Bah, cool. Trop cool. On enchaîne. Il y avait d'autres questions tout à l'heure. Le préjugement. Attends. Hop. On a parlé des mentors, on a parlé de la culture de boîte. Alors, je suis en train de monter une seconde boîte dans la location et j'ai cette problématique des documents falsifiés. Est-ce que tu fais appel à un prestataire? Si oui, lequel? Très bonne question. Alors oui, en fait, alors non, parce que donc nous on utilise pas cet outil, mais il y a un outil qui existe, faut que tu regardes, qui te permet de scanner systématiquement tous les produits, tous les documents, tous les fichiers qui sont uploadés et de vérifier s'ils ont été falsifiés. Mais sinon, ce que tu peux faire, surtout sur le sujet de l'identité d'ailleurs, c'est d'essayer de travailler sur des méthodes d'identification fortes qui n'ont pas d'upload de fichiers. Je te donne un exemple tout bête. Si c'est un relevé bancaire de moins de 3 mois, à la place de demander un PDF, il vaut mieux se connecter avec une API au compte bancaire directement de la personne et d'absorber les informations. Si tu as besoin de faire une validation de l'identité, à la place de demander une photocopie de ta pièce d'identité ou de ton passeport, il vaut mieux il vaut mieux utiliser un système d'authentification vidéo où en fait on va faire le matching entre le visage de la caméra et la photo de la pièce d'identité plus d'autres vérifications. Et c'est ça qu'on fait chez Mobile Club. C'est-à-dire qu'on essaye au maximum d'utiliser des méthodes d'authentification qui sont tellement élevées qu'en réalité il n'y a pas vraiment de PDF à uploader, quoi. Ok. Mais Propre. si besoin, sache qu'il y a des choses qui existent. Ok. Déjà, Stéphane, comment t'envoyer un deck pour te présenter un projet audio téléphone? Sur LinkedIn, je crois qu'il y a mon adresse mail perso. Tout le monde l'utilise pour m'envoyer des trucs. Tu peux en faire de même. Ok. Ça marche. Je réponds à tout et tout le monde. Il y a pas de Ça problème. marche. Stéphane, du coup. Stéphane. On enchaîne. Oui, moi j'avais une question. On parle souvent de KPIs dans l'écosystème startup. Aujourd'hui, tu suis quelle métrique, quel chiffre pour ta startup, pour tes startups même d'avant? Ouais, écoute, c'est une bonne question parce qu'on est justement en train de rechanger un peu tout ça. Pendant longtemps, on regardait l'ARR,
Donc l'ARR, c'est Annual Recurring Revenue. Donc en gros, quand j'ai un client qui paye 30 euros par mois, l'ARR, c'est 360. Et en gros, je calcule le volume total de clients multiplié par l'ARR, enfin multiplié par ce qu'ils vont payer dans l'année. Ok. Et ça me donne l'ARR. Une question. Ouais. Si tu as un modèle sans engagement, comment tu fais pour les calculs? Bah, l'ARR, la plupart des boîtes qui ont de l'ARR ne calculent pas l'engagement. C'est-à-dire que peut-être que je vais avoir un mec qui est engagé sur 3 ans, mais je vais quand même compter qu'une seule fois. L'ARR, en fait, c'est le chiffre d'affaires annuel que tu aurais réalisé avec ses clients si la base client ne bougeait pas et que là, aujourd'hui, on était le 1er janvier et que ça allait jusqu'au 31 décembre. Donc, c'est une métrique qui est très, très largement utilisée par les boîtes qui font de l'abonnement, qui a un effet de gonfler un peu tes revenus parce que... je sais pas, si au début de l'année, je suis à 6 millions d'ARR et qu'à la fin de l'année, je suis à 12 millions d'ARR, bah en fait, je vais faire 7 ou 8 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année et pas 12, tu vois, d'ARR à la fin. Et donc, elle a tendance à grossir un peu le business et à pas être très, très saine parce que c'est pas vraiment l'argent que tu vas toucher dans l'année. Et donc, du coup, on est en train de revenir un peu sur des métriques plutôt comptable, c'est pas très sexy, mais évidemment on suit l'ARR, on suit le nombre de clients, on suit le churn, on suit la fraude, on suit toutes ces métriques qui sont clés, le pourcentage de smartphones loués sur sur le nombre de smartphones total dont on dispose. On a plein de choses comme ça qui nous permettent de mesurer qu'on fait bien notre business, mais d'un point de vue très financier, on est revenu sur chiffre d'affaires, marge brute, contributive margin, bénéfice net avant impôt, enfin tu vois, vraiment des trucs très très terre à terre quoi. Ok, c'est cool. Alors, je reprends les questions. Ok, merci, je me renseigne sur l'API. Ça pourrait répondre à mes problématiques. Eh ben écoute, voilà, c'est pour ça qu'on fait du Twitch. Next. Combien coûte le logiciel d'authentification faciale? Augmente-t-il forcément avec le nombre d'identifications ou c'est un prix fixe? Très bonne question. Ouais, évidemment, ça, tu négocies avec le nombre d'authentifications. Donc le nombre d'utilisations. Ouais, d'authentification, enfin, ça dépend des modèles. Parfois, tu payes uniquement à l'authentification réussie. Parfois, tu vas payer à l'authentification réussie ou en échec. Ouais. En fait, tout dépend un peu de la négo que tu as, tout dépend un peu du service. Nous, on utilise une boîte qui s'appelle Hubble, qui fait un super taf et je sais pas combien je paye, honnêtement. Mais je dirais que c'est entre 1 et 2 euros, je pense. Ouais, ok. Du coup, tu rentabilises ça derrière. Bah, moi, si tu veux, à chaque fois que j'acquiers un client, je vais payer un smartphone 800 euros, je vais payer un packaging, je sais pas combien. Enfin, si ça tu coûte veux, trop cher. Je suis pas à 1 ou 2 balles près pour m'assurer d'avoir la bonne personne en face de moi. Tu vois. Ok, je reviens juste aux questions d'avant, après je redescends encore. Si j'ai oublié quelque chose, est-ce que tu lis des livres? Ouais, bien sûr. Enfin, en ce moment, pas tant que ça, pour être totalement honnête. Moi, les livres, je les dévore plus l'été que l'hiver. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, je pense que j'ai beaucoup de... Je pense que déjà, je lis beaucoup quand je voyage, je lis beaucoup quand je suis à la plage, je lis beaucoup quand je suis autour de la piscine, je lis beaucoup en transit. Et l'hiver, j'ai moins l'opportunité. Mais oui, je lis pas mal de livres. Il y a un livre à conseiller? Ouais. En ce moment, je suis en train de lire un bouquin chamé de diététique. Ça, c'est mon bouquin de chevet, donc c'est pour ça que je peux en parler. Ça s'appelle How Not to Die. C'est un bouquin qui a été écrit par un médecin qui retrace toutes les causes de mortalité les plus importantes aux moins importantes dans le monde et qui t'explique tout ce que tu dois faire dans ton alimentation au quotidien pour l'éviter. Franchement, j'en mets. Et stylé ça. c'est vraiment un bouquin hyper stylé que tu sois un foot diététique ou non. Enfin, en tout cas, ça te permet d'apprendre plein de choses. C'est vraiment très intéressant. Okay. Et après, si vous voulez des livres un peu plus business, tu parlais de Bernard Arnault. J'ai grave kiffé la biographie de Bernard Arnault, qui a un titre pas flatteur qui s'appelle L'Ange Exterminateur. Ouais, c'est pas du tout flatteur. Mais en vrai, le bouquin est loin d'être aussi à son désavantage et il est vraiment top. Ok.
Moi, j'ai vu sur YouTube une petite du coup biographie avec un mec qui explique un peu et tout. Et Ouais. tu comprends le départ aux États-Unis, ce qui s'est passé là-bas, le Mm. retour. Il y a eu beaucoup de choses. Les gens voient souvent la finalité, mais ils Évidemment. oublient ce qui s'est passé entre-temps. Et c'est pour ça que je reviens aussi encore une fois sur l'aspect ressources. C'est que tu vois, tu peux avoir pas mal de ressources, mais derrière, ça suffit pas largement. C'est Et clair. je pense que c'est les décisions qui font la différence, plus les ressources que tu as au début. On enchaîne. Proposes-tu une option d'achat après un certain temps de location? Non, pas du tout. On te propose de changer ton smartphone pour un nouveau et pas de l'acheter. Ok. Redouane, est-ce que vous n'avez pas peur qu'ils changent des pièces dans les smartphones? J'adore la question. Ou ça risque pas sur le téléphone reconditionné? Très très bonne question. Mais c'est qui il? Vous n'avez pas peur qu'il Les change? users, tu vois, genre, moi par exemple, tu vois, je loue un Ah, les iPhone utilisateurs. 13, je change la batterie et je vous le renvoie. Ouais. Alors là, les gars, genre, je crois même pas qu'on ait déjà été confronté à ça, pour être totalement franc. Ça a été drôle. Vous vous faites chier, hein, je crois, dans votre vie. Non, là, tu me dis, ah oui, ça arrive souvent. Non, non, franchement, ouais, non, là, c'est. À Non, chaque fois, il manque une pièce. ouais, non, ça ne nous est jamais arrivé. Ok, stylé. Mais je pense, on revient toujours au truc de départ, c'est qu'il y a tellement d'authentification, il y a tellement d'efforts qui est fourni par Bah l'user ouais, bien sûr. qui se dit ça vaut pas le coup, tu vois, Mm. de faire quoi que ce soit avec. Tu penses que la location va prendre le dessus sur l'achat dans la high-tech ou même dans notre secteur? Très très bonne question. Ouais, clairement. C'est déjà le cas d'ailleurs aux États-Unis, puisque plus de 90% des iPhones vendus sur le territoire américain sont vendus en location. Et donc, oui, je pense très clairement que ce sera le modèle d'accession à des produits high-tech de demain en Ok. France. Yes. Est-ce qu'il y avait une question tout à l'heure? Petite question. Ah oui, est-ce que tu as gardé contact avec Oussama? Ouais, bien sûr. Et tu penses quoi, ce qui s'est passé? Bah, Joker. Tu peux dire ce que non, tu veux. je sais pas, de toute façon, c'est pas enregistré, c'est ça? Si. Ah si, c'est enregistré, Si. putain. Bah écoutez, en fait, je sais pas, de toute façon, tout le monde sait maintenant, non? Enfin, il a vraiment piqué 3 millions d'euros dans la caisse de The Family. Après, c'est une question de. Je sais pas, j'ai entendu, je suis pas énormément, mais j'ai entendu qu'il y avait eu des procès, qu'il avait gagné ou je sais pas trop quoi. Enfin, faut comprendre ce qu'il y a dans ces procès, faut comprendre les chefs d'accusation, etc. Mais la vraie réalité, c'est que moi, je suis dans des véhicules d'investissement, donc qu'on appelle des SPV, pour lesquels il y a eu des problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent a été investi par les investisseurs. C'est-à-dire que nous, on a fait nos virements dans le SPV, mais le SPV n'a jamais investi dans la société. Donc, soit on m'a menti, parce que du coup, j'ai Alice, Nicolas et tous les gens de The Family qui m'ont dit bah écoute, ton argent, il y a une partie qui a été investie en effet, puis il y a une autre partie, elle a été tapée par Oussama. Et soit ces gens-là m'ont menti, je pense pas quand même, tu vois. Donc oui, il a raison, il a vraiment pris un peu d'argent dans les SPV et c'est pas que ça, mais après qu'il ait gagné ou au truc le procès, enfin je sais pas. Bon, je pense que c'est quelqu'un de toute façon qui a plus trop envie de graviter dans l'écosystème. Donc je crois qu'il s'en fout un peu en fait je sais pas, d'être traité de voleur ou autre, hein. Et je pense que par contre c'est quelqu'un de brillant, ça n'enlève pas plein de choses, mais oui, je crois que ça s'est vraiment passé, ouais. Ok. C'est pas un avis en fait. Ok. Diasnad qui nous dit Hello Damien, en tant qu'investisseur, quelle est ton approche vis-à-vis de la boîte en face et qu'est-ce qui fait que tu y vas ou pas d'ailleurs? Quels sont les business sur lesquels tu ne vas jamais? Je ne vais jamais sur les business que je ne comprends pas, donc Comme bah je sais pas, moi j'ai des. les ordis quantiques. Ouais, donc voilà, typiquement, voilà, non mais ça c'est un très bon exemple, c'est-à-dire que tout ce qui est extrêmement tech à un point où en fait je comprends rien, clairement j'y vais pas. Voilà, je vais pas dans les business dans lesquels que je comprends pas. Et c'était quoi la question? Merde, elle est partie. Qu'est-ce qui est ton approche par rapport à la boîte? Et du coup, qu'est-ce qui fait que tu vas pour le coup? Bah c'est toujours pareil, hein. Les investisseurs ont 3 critères. Numéro 1, la taille de marché. Numéro 2, l'équipe. Numéro 3, le produit. Le produit ou ce qui a déjà été construit, quoi. Je sais pas si tu es en train de faire un savon, bah le mec il va tester le savon et il va se dire si c'est un bon produit ou pas, quoi. Ou si tes utilisateurs sont contents du produit, ou etc. Donc moi, quand il y a une super équipe, que c'est un marché qui est suffisamment gros pour amener cette boîte à l'échelle
et que ce qu'ils ont déjà fait, c'est exceptionnel, c'est beau, c'est bien fait, les utilisateurs sont contents, il y a tout qui est réuni pour faire une super boîte. Et après, je peux me tromper, évidemment. Ok. Très très bonne question. Du coup, quels secteurs sont pour toi les plus prometteurs pour le futur? Les tendances, C'est dur, là. la location. Voilà. Bah ouais, mais la location, moi, je veux bien, mais tous Ouais, les investissements qui ont été faits dans le Buy Now, Pay Later, tu sais, les Klarna, les trucs comme ça, en fait, c'est n'importe quoi. Les fonds, ils ont mis tellement d'argent à des valos qui veulent rien dire que je saurais même pas dire si c'est un secteur vraiment prometteur, en fait. Donc je vais mettre de côté le financement, je vais mettre de côté le Web3, je vais mettre de côté... Franchement, elle est très dure, cette question. Quels sont les secteurs prometteurs? C'est quoi la suite pour toi? Ah, pour moi? Ouais. Comment tu vois un peu la suite? Du coup, là, les secteurs qui peuvent revenir un peu ou continuer à exploser? Franchement, je sais pas. Là, c'est vraiment trop dur pour moi, je suis désolé. Il n'y a pas de Je peux souci. pas avoir réponse à toutes les questions. Bien sûr. Déjà que tu as enchaîné depuis tout à l'heure, hein. Quand est-ce que tu joues prochainement? Bah écoute, j'ai des dates en prévision en janvier, mais j'en ai une qui est vraiment bloquée en février. Donc si tu veux, je te la donne, bouge pas. Je joue le vendredi 10 février dans un club dans le 8e qui s'appelle Tabou, qui est chambé. C'est un C'est système incroyable. C'est un club de genre 200 personnes. Et trop bien, je joue avec un copain à moi qui s'appelle Benjamin Amouyal. On va rigoler, ça va être sympa. et Bob. Et Bob, et Bob On Sinclair, va le ramener. habillé en marin. Ça serait drôle de ouf. Théo, sur YouTube, salut la team YouTube. Est-ce que tu as des parts dans Mac Market? Non, j'aurais bien aimé, évidemment. Ouais, je pense que tout le monde aurait bien aimé. Ouais. Tu penses qu'il y a une suite sur le modèle? Ça va pas te se fracasser à un moment, je sais pas. C'est dur ce que tu me demandes. Ouais, je sais. Bah, euh, bah, C'est moi, pas je dirais- enregistré, hein. Faut savoir. Non, franchement, moi je dirais que tout simplement, réponse très politique, Back Market, ça fait encore partie de ces sociétés françaises qui sont des super boîtes, mais qui sont des licornes, c'est une valorisation qui vient de fonds qui ont investi des sommes colossales dans des boîtes qui perdent encore beaucoup d'argent. Donc Back Market, moi je pense que c'est une super boîte, c'est une super équipe. Maintenant, c'est une boîte qui vaut 5 milliards et qui perd encore énormément d'argent. Donc est-ce qu'ils sont sortis d'affaires? J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est super truc, mais voilà. Non, mais C'est- après, il faut le dire, ils sont pas les seuls. C'est le cas dans tout l'écosystème Ouais, actuellement. bien sûr, ouais. Et du coup, il y a un petit problème, un gros problème même à résoudre. Mais je pense que parce que vu que c'est un truc, tu vois, qui concerne pas une seule boîte, mais beaucoup, il y aura une solution, forcément. Moi, je pense que Back Market, ça fera partie de ces boîtes qui vont survivre quoi qu'il, parce que le marché est là, parce que la marque est extrêmement importante. Parce que tous mes matos, c'est Back Market. Bravo, bravo. Tout, depuis, Parce que, depuis 4-5 ans maintenant, hein. parce que l'équipe, elle est très talentueuse. Maintenant, est-ce qu'il y a une suite pour eux à 5 milliards de valo? Je sais pas, tu vois. Mais bon, peut-être demain. Enfin, tu sais, la vie d'une boîte aussi, c'est du up, du down, du truc. Enfin, tu vois, c'est comme ça aussi, hein. Donc, il n'y a rien de choquant dans l'histoire de Back Market versus d'autres, hein. Ok. On enchaîne. Attends. On a parlé de quand tu joues. Des BA spécialisés en SaaS à recommander. Tous les BA investissent dans du SaaS. Donc, voilà, envoie-moi ton deck et je regarderai avec plaisir. Et je verrai si dans mes BA, j'ai des mecs qui auront de l'appétence pour ton produit. Avec plaisir. Ok. À partir de combien ton compte bancaire tu arrêtes d'investir et tu kiffes? Ah bah non, ça marche pas comme ça. C'est exactement l'inverse en fait. En fait, c'est plus tu as un gros compte bancaire, plus tu investis, quitte à ce que ce soit pas toi qui le fasse et qu'on le fasse pour toi. Et moi, je trouve qu'investir, c'est du kiff. Pouvoir investir dans le petit resto que ma petite sœur a envie de monter, c'est un kiff. Pouvoir investir dans un artiste contemporain où j'aime beaucoup ses œuvres, me permettre de lui donner un coup de pouce, c'est un kiff. Accompagner une start-up, truc, c'est un kiff. Investir en bourse et avoir l'adrénaline du up et du down, c'est un kiff. Donc, Ok.
Ok, deux dernières questions. Quelle boîte t'aurais pu monter hors téléphonie? Franchement, c'est dur parce que j'ai monté que des boîtes dans la téléphonie. Donc là, me demander Toujours. tout de suite. Moi, en fait, on m'a posé cette question il n'y a pas longtemps et c'est Théo Lyon qui m'a posé cette question. Et je lui ai répondu assez naturellement quelle boîte tu aurais pu monter. Bah, je lui ai dit Back Market, mais voilà, je vais pas faire genre j'étais dessus ou je sais pas quoi parce que je me suis jamais posé la question de monter un copycat de Back Market. Et voilà, en plus, c'est pas comme ça que j'aime construire les boîtes, tu vois. Tu sais, il y a un truc un peu pirate dans le fait de copier qui, moi, me dérange un poil, en fait. Ok, Et quelle est la boîte que j'aurais voulu monter? Bah. Tu sais quoi, j'aurais bien kiffé monter un truc dans la musique. Tu ok, vois, ok. une boîte Ok. de management d'artistes, un truc comme ça. Stylé. Ouais, j'aurais kiffé. Mais bon, c'est petit business. Galou, est-ce que tu es joignable par LinkedIn ou par mail? Euh, Plus joignable, bon, je dirais par mail quand même, plus. Mais sur LinkedIn, je réponds à tout le monde tant que c'est un message personnalisé. Donc je réponds de moins en moins. C'est vrai qu'il y a beaucoup de robots en ce moment, un peu trop même. Euh, Alors, Mia, faut plus investir des millions dans des boîtes pas rentables. Attends, Faut plus investir des des millions millions dans dans des des boîtes boîtes. pas rentables. Bah si, Ah, c'est comme ça que oui, c'est comme ça que ça marche. Ouais. c'est comme ça que ton argent va faire des petits et que tu vas. Bah, c'est comme ça que des Google se sont créés, des Facebook se sont créés. Sinon, il y a pas d'histoire comme ça. Mais je suis d'accord avec toi. On est peut-être allé trop loin. Max Co, est-ce que grave selon toi que les boîtes en ce moment voient justement la valuation baisser? Est-ce qu'une période de down, c'est forcément la fin de la boîte? Ah, c'est dur, hein. Il y a peu de gens qui peuvent survivre à ça. Moi, je pense que bah, c'est pas très grave, oui. Enfin, tu vois, si tu as fait un round à 4 milliards, tu peux faire un round juste après à 1 milliard. Mais en fait, déjà, genre, il y a un grave problème dans l'industrie venture. C'est ce qu'on appelle des liquidations de préférence. C'est-à-dire qu'en fait, quand un fonds investit dans ta startup, toi, tu as des actions ordinaires et lui, il a des actions d'une autre classe. Donc, même s'il a 30% du capital et toi, tu as 70%, toi et tous les autres, eh bien, la réalité, c'est que si jamais tu vends ta boîte à une valorisation inférieure au tour sur lequel les investisseurs sont rentrés, mais ça vaut pour vendre sa boîte ou faire investir des nouvelles personnes, eh bien, comme lui, il a des actions d'une classe différente de la tienne, eh bien, ces actions ont la faculté d'être payées avant les tiennes. Donc il peut prendre tout et C'est toi, tu peux vachement avoir con. rien. Voilà, par exemple. C'est exactement ça. Si tu as un mec qui investit 20 millions dans ta boîte, qui a une liquidation de préférence simple et que tu vends ta boîte, il a investi 20 millions mais tu vends la boîte 15, bah lui il prend les 15 et salut, par exemple. Mais C'est il se paye chiant, avant ça. toi. Et ça, Et c'est ça crée mondial. des. Ouais, c'est mondial, US, France, machin. Et en fait, ça crée des distorsions en fait dans les décisions. Et alors, quand tu dois faire un down round, c'est compliqué parce qu'en fait, il faut faut que tout le monde au sein du capital de la boîte se mette d'accord. Il y a des gens qui doivent accepter de perdre certains privilèges de leurs actions, etc. C'est vraiment complexe, hein. Donc, en fait, structurellement, une startup, elle n'est pas faite pour un down round. Euh, Elles sont faites que pour des up, 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 up. Est-ce que c'est grave? Oui, du coup. La plupart vont pas survivre. Ok. FH qui nous dit, je pose que des questions trop dures. Yes, j'avais vu les autres interviews, j'ai retenté. Ils t'ont vu partout. Bravo. Est-ce que tu investis en BSA R? R, le moins possible. Pourquoi? C'est un mécanisme généralement qui amène une valorisation flottante. C'est-à-dire que tu ne connais pas exactement la valo sur laquelle tu vas investir, parce que c'est une valo future au prochain tour de table. On te dit tu te convertiras sur la valo du prochain tour. Et donc moi, j'aime pas ça. Ok. Je préfère connaître les termes avant. Ok, parfait. Yes, bah écoute, franchement, merci beaucoup, beaucoup. Ouais, j'ai un truc stylé. Ah, ouais. Yes. Merci beaucoup, franchement. Oh là là, c'était Ouais. incroyable. C'était Merci les incroyable. gars, c'était super cool. Franchement, c'est chambé On n'a les pas lives terminé. comme ça. On n'a pas Ah, on terminé. n'a pas fini, Bah pardon. oui, il manque encore deux, trois petits trucs. Ok. On a parlé d'un lot.
Un lot? Ouais, il y a très longtemps, t'as oublié. Putain, ouais, Yes. je suis amnésique, tu sais, hein. C'était des codes promo pour My Club, je me trompe pas. Ah ouais, ouais, ouais. Ok, Voilà. ok. On peut faire ça, avec plaisir. Du coup, Alors, c'est quelle nature de code promo? bah alors déjà avant de parce que je vais pas donner un code de malade, je suis désolé. Non, y a Déjà, pas il de faut que souci. vous le sachiez, je ne donne jamais aucun code promo. C'est-à-dire que vous pouvez regarder, Ah là 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 là, vous ça pouvez, fait plaisir. vous pouvez retourner internet, genre il n'y a pas de code promo qui existe sur Mobile Club à Sauf part sur Twitch. des petits partenariats ici et là et tout. Donc voilà. Et donc moi je serais ravi de vous donner un code promo de 30 balles, voilà, pour n'importe quel produit. Et je le créerai, faut que je le crée tout de suite en fait, c'est ça? Comme tu veux. Bah ouais, parce que là je suis en train de le dropper en live, machin, c'est Ouais, ça. parce Est-ce que que tu vas le diffuser comment toi? il y aura après le replay qui sera disponible en fin de semaine. Ouais, bah je vais le faire, bah je le ferai demain matin. Ok. Et Allez. du coup, on met quoi sur le code? Est-ce Bah, est-ce que vous avez une vas-y. idée? Vas-y. Attends, on va Non. demander au chat, ça serait Ouais, encore plus drôle. exactement. Le meilleur code. Vas-y. Startup au calme 30, au calme 30, j'étais sûr qu'il allait y avoir beaucoup au calme. Ouais. Attends. En vrai, tu vois, moi j'aurais mis Bob. Ça a été drôle. Attends. Vas-y. Code marathon. Bob 30. Bob Sinclair. Bob Sinclair, pas mal. C'est pas mal. Attends. Là, ça n'a aucun sens. Code marathon, c'est bon ça. Ouais, Merci, Alexis. Bonsoir. Bob au calme. Je kiffe. Ça 6. Chaussette. C'est quoi ces codes? Du coup, toi, c'était quoi ton idée pour ton code? Bah, j'allais sortir une merde, mais. Non, vas-y, balance. Non, j'avais un truc de merde à sortir. Mais tu vois, moi j'aime bien celui d'Alexis. Marathon. Ça, c'est stylé. Vas-y, Alexis, go. Du coup, la marathon M-A-R-T-A, Ouais, comme ça, en majuscule. Marathon. Ouais. Ok, Marathon. Damien au calme. Qu'est-ce que tu penses de Yomi Denzel? Putain, je suis désolé, je sais à peine qui c'est en fait. C'est putain, ouais, je suis désolé. Ok. En fait, c'est le Renoir qui est sur YouTube, c'est Ouais, ça. qui fait du dropshipping, expert sur le sujet, on va dire. Mais plus trop, je sais plus. J'ai vu une vidéo qui parlait de Yomi plutôt que lui et qui racontait sa stratégie, tu sais, d'afficher beaucoup d'argent pour montrer que c'était la réussite et que du coup c'est ça qui est inspirant pour les gens, machin. Je sais pas, je me sens pas très touché. Moi, le peu que j'ai entendu, j'ai trouvé que c'était assez bas niveau business. Enfin, ça a l'air d'être un mec super, très talentueux pour faire ce qu'il fait. Évidemment, il doit être très, très talentueux. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il fait du business pour des, tu vois, j'ai envie de dire pour la masse. C'est pas très sympa, tu vois, mais je sais pas, le dropshipping, c'est encore ces histoires de tu peux devenir millionnaire, tu vois, facilement sur Internet. Tu vois, c'est encore un monde. Mais le vrai monde du business, il est pas comme ça, tu vois. C'est un monde de HEC, c'est un monde de Bernard Arnault, tu vois. C'est pas un monde de dropshipping, je sais pas quoi, tu vois. Donc c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un peu pauvre en contenu. Mais bon, par contre, lui, c'est probablement un mec très talentueux, tu vois. Mais je me sens pas du tout dans la cible des contenus, quoi. Ok. Donc, Merci déjà pour le code. Autre chose, oui. Là, du coup, tu as vécu un peu le patron, on va dire, sur Ouais. Twitch, avec toute cette expérience. Quelqu'un que tu me recommandes de ramener ici? Bah écoute, faut que je réfléchisse, mais c'est quoi qu'est-ce que tu cherches exactement quand Des gens des qui ont profils? une expertise sur les startups. Ça peut être soit des fondateurs, Ok. soit des mecs qui gravitent autour. Et tu vois, on a reçu, par exemple, si je reviens en arrière, le dernier c'était Harold Parizeau de Chinese Business Club. On a parlé du coup de réseau d'affaires, en quoi c'est intéressant pour les startups. Ouais, Patrick Amiel, donc on a parlé casquette investisseur. stylé. Kevin Primissiro de 42 entrepreneurs. Ok. Du coup, l'incubateur qui a accompagné Je le Bill, connais bien, j'ai participé à quelques. et après, on a reçu Julie Bijawi de Freshti, on a eu pas mal Anthony, donc voilà. Tiens, d'ailleurs, c'est énorme. À ce truc-là, la 42 en entreprendre, j'ai rencontré le fondateur de Biril qui venait juste de commencer. Et 6 mois après, genre maintenant, la boîte est Ouais, plusieurs c'est un milliards. truc de ouf. Ouais, c'est énorme. Bah écoute, ouais, il faut que tu rencontres alors, des fondateurs de start-up et je sais pas, faut que je réfléchisse, mais je vais t'envoyer quelques noms avec plaisir. Ok. Zenly? Il viendra pas. Non. Je peux lui en parler, mais il viendra pas. Ouais. Pourquoi? C'est pas du tout son truc. Ok. Il fait aucune interview, aucun podcast, aucune émission télé.
Bah, je sais pas. Ok, Après, ok. t'as des gens, ils se sont construits comme ça. Je sais pas quoi. Je sais pas Non, mais pourquoi il c'est aime pas personnel, trop c'est ça. personnel, c'est personnel. Je crois qu'il est. Ouais, Jean de la Roche-Brochard, ce serait super. Ouais, je vois, il y a des super perches. Je peux lui en parler à Jean. Ouais. Ok, ok. Bah, Lui, il pourquoi aime pas. beaucoup parler. J'aime bien le picourt. Cyril Paglino, ouais, très stylé Cyril Paglino. Ouais, tout ça, c'est des bons copains. Je peux leur en parler. Ok, bah note. Théo, peut-on créer une boîte à plusieurs millions, milliards sans lever des fonds ni emprunt avec peu de capital? Ouais. Ah, donc Ouais. pas trop d'argent qu'on a au départ, mais pouvoir Merci, générer beaucoup. merci Théo, avec plaisir. Bien sûr que c'est possible. C'est juste que ça prend beaucoup plus de temps. Voilà, il y a des super boîtes qui se sont créées, qui aujourd'hui valent plusieurs milliards, mais ça s'est pas fait en 2 ans. Sans argent, tu vois ce que je veux dire, il faut que tu aies suffisamment de marge pour réinjecter cette marge dans ton business, Pour faire grossir. des petits et grossir et grossir et grossir. Donc déjà, pas toutes les boîtes peuvent monter à 1 milliard facilement, tu vois, avec ce genre de modèle. Par exemple, moi, c'est impossible. Tu vois, moi, à chaque fois que j'acquiers un client, je dois acheter un téléphone en face, donc je peux pas grossir si j'ai pas de fonds, tu vois. Enfin, ou alors ça va prendre des lustres, quoi. Et sinon, bah, c'est une histoire de temps. C'est toujours le temps versus la rapidité. C'est ça le challenge de la levée de fonds. Ok. Du coup, dis-moi où on peut suivre tes actus et ceux de ta boîte. Instagram, LinkedIn, je commence à me... Ah ouais, le CEO de Merci Andy, pas mal. Ah oui, Bonne oui, idée, Charles. Louis, ouais. Ouais, Louis, je peux lui en parler. Ouais, sur Instagram, je partage pas, un peu de business, mais ma vie. Mais sinon, sur le Instagram de Mobile Club, il y a deux, trois trucs sympas. LinkedIn, évidemment. Twitter, j'y vais de temps en temps. Et puis sinon, Biril. un petit email. Ouais, Non. non, Biril, pas trop. Bah, un petit email. Moi, encore une fois, mon email, il est sur mon LinkedIn. Je l'ai laissé de manière très... je l'ai laissé, donc voilà, vous pouvez m'écrire avec plaisir, je réponds à tout le monde. Ok, ça marche. Les amis, alors, ça fait bientôt 2 heures qu'on est en live déjà, donc merci à tous d'être là. Merci à Damien aussi. Je sais que tu as du trajet en plus après. Désolé. Non, c'est ok. Je vais juste annoncer deux, trois petits trucs. Un, c'est que c'est le dernier live de l'année. On a fait 41 lives, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Merci à tous. Voilà, depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Depuis le premier, c'était avec François-Marie. d'Élise App, que tu dois Bien, connaître ouais. à l'époque. On avait un autre format. Et après, on a enchaîné depuis. Et ça fait vraiment plaisir voilà, d'avoir toujours des gens. Parce que tu sais ce que c'est le plus dur sur Twitch, c'est Non, d'avoir personne en face. Et du coup, tu parles à mur, tu vois. En ouais, mode, ouais, les gars et tout, Mais il y a des questions, il n'y a rien. C'est très, très dur. j'étais sceptique, mais tu t'en Et sors très bien. non, mais là, c'est. Là, parce qu'il y a du monde, tu vois, ça fait plaisir, franchement, tu vois. J'arrête pas de les remercier, ils le savent très bien, ça fait vraiment plaisir. En Mm. plus, on partage vraiment de la valeur ajoutée, je trouve. Et il y a quelque chose qui est cool. Ouais, je suis Et d'accord, c'est super cool. merci. Et du coup, voilà, merci à tous. Passez une excellente fin d'année, donc d'excellentes fêtes. Et c'est pas fini, parce que je vais lancer la suite quand même. Il y a deux choses. Un, c'est que pour le prochain patron qu'on va recevoir, donc ça va être le 18 janvier. Donc d'ici un bon moment. Et ça va être très spécial pour deux raisons. Un, c'est que ça va pas être ici. Ça va être chez Neoma Business School à Rouen. Ça, c'est stylé. Donc, on va bouger à Rouen. Il y aura du public en face. Ça va être un truc de dingue. On a fait ça C'est-à-dire, il y a un petit moment et là, on va le refaire. Donc, ça va être très, très cool. Et du coup, vous pouvez venir à Rouen, j'imagine. C'est pas encore confirmé, mais j'imagine que oui. Si vous voulez, du coup, aller voir le live en présentiel aussi. Et je pense être à 19h ou à 20h, donc pas forcément à 21h. Voilà, vous aurez toutes les infos sur Instagram et tout par la suite. Deuxièmement, la question qui va se poser, c'est qui l'invité qu'on va recevoir à Rouen. Et ça va être très stylé parce qu'on va avoir l'honneur, comme d'habitude, de recevoir un VIP et il s'agit de Ian Benhaim de Vente Privée. Ça, c'est stylé. ça, c'est du VP, lourd, c'est ça. stylé. Ça, c'est lourd. Et du coup, voilà, on va avoir VP avec nous, avec Ian. Ça va être grave, grave, grave stylé. Il va aussi parler de Neo Founders. C'est un fonds qu'ils ont lancé pour les étudiants de Neoma Business School et tout. Du coup, c'est des anciens, des alumni qui investissent dans voilà, des diplômés. Voilà, on va dire ça comme ça. Et du Trop coup, ça bien. crée un bon mécanisme derrière et tout. Et on va parler de tout ça, on va parler de VP, on va parler de tout ça. Ça va être grave stylé. Il y aura du public en face, il y aura beaucoup de monde parce qu'ils ont réussi à négocier pour que ce soit obligatoire dans leur emploi du temps. Donc, il y aura du Ah monde. ouais. Ça, il y aura beaucoup de monde. Ça va être perturbant, mais en même temps, ça va être drôle. Et du coup, voilà, ça va être le 18 janvier. Mais avant, voilà, pour
pour que je termine pas sur ça. L'idée, c'est qu'on va faire des lives à partir de janvier, donc d'ici quelques semaines, d'ici 2 semaines, qui vont être un peu des lives de moi seul ou avec d'autres créateurs de contenu dans l'écosystème. Et du coup, pas forcément des invités fondateurs. Et l'idée, voilà, c'est qu'on puisse discuter un petit peu entre nous parce qu'on ne fait pas ça souvent. J'ai l'impression qu'on fait que les interviews. Et du coup, ça serait bien qu'on puisse faire des formats un peu différents où du coup, c'est des lives que je lance sur Twitch pour discuter avec vous sur vos projets, sur voilà, sur les actualités. Il y a plein de thématiques. Il y a aussi le retour de Qui votre lancier qui repart le 4 janvier prochain. Donc, on fera des lives après. Comme ça, on débatte un peu sur l'émission. Je pense que ça plaît beaucoup aux gens aussi, donc ça va être très cool. Et puis voilà, merci encore à tous, c'était incroyable cette année. Merci à tous ceux qui s'abonnent, on est 815. Je pense qu'on a démarré l'année avec 500, je ne me trompe pas, ou 400. Donc on a pris beaucoup de monde sur la route, ça fait plaisir. Et c'est très compliqué d'avoir du monde sur Twitch, je le sais très bien. Donc là, il y a du monde, ça fait vraiment plaisir. Et puis voilà, il y aura d'autres formats qui vont venir par la suite et tout. On va essayer de s'améliorer sur pas mal de choses. Et surtout une nouvelle direction artistique. Donc il y aura le branding qui va changer aussi entre-temps. Vous allez voir tout ça. Ça arrive à partir des semaines qui suivent. Donc soyez restés connectés. Voilà, Instagram, YouTube, Twitch, voilà, partout, LinkedIn. Et puis voilà, j'espère que vous avez kiffé la soirée. Un dernier mot, Damien. C'est moi qui dois te dire le dernier mot, c'est ça? Bah écoutez, non, bah franchement, c'était super. J'ai passé un super bon moment et longue vie à Twitch parce que j'avoue, c'est top. Je trouve ça juste dommage que ce soit pas instantané les messages, je trouve pas. Ouais, j'avais rencontré un gars qui est en train de développer un truc pour que ça soit instantané, pas sur Twitch, du coup, une nouvelle plateforme. Ok. Et là, il est en train parce que du coup, le problème de Twitch, c'est que c'est Amazon qui est derrière. Parce que voilà, c'est une boîte qui est pas si rentable que ça en soi. Ok. C'est parce que le streaming coûte trop cher. Et du coup, même si tu génères derrière assez d'argent, c'est pas assez pour pouvoir tenir. Donc Amazon aujourd'hui, il leur fournit toute la thune dont ils ont besoin pour pouvoir tenir et générer assez de revenus pour Amazon parce qu'eux, ils cherchent autre chose via Twitch. Et du coup, lui, son business model, pour revenir sur ça, c'est aujourd'hui tous les musiciens qui veulent jouer à distance. Ah, stylé. Donc toi, tu es sur scène, tu as un autre gars qui est sur scène, je sais pas moi, en Suisse, toi, tu es en France, vous allez jouer tous les deux en simultané et chacun va entendre l'autre via ce système de streaming direct et pas avec un décalage, tu vois. Ouais. Et ça, du coup, c'est... trop stylé. Ça, ce serait vraiment trop stylé. C'est un gars suisse, je pense, qui est en train de développer, on l'a parlé il y a un petit moment et j'ai trouvé son truc incroyable, je trouve. Donc, le mot de la fin, alors, c'est longue vie à Twitch et au streaming. Yes. Et en plus, au fondateur que j'essaie d'avoir, Justin Kahn. J'essaie de l'avoir depuis très longtemps. Il m'a ajouté sur LinkedIn, mais il répond jamais. C'est le pire truc. Normal. Yes, merci à tous. Ça m'a fait plaisir de passer cette année avec vous. Passez une très bonne fin d'année. Merci encore une fois, Damien. Et puis, on se retrouve voilà, à partir du jour qui suit. Vous allez voir le nouveau planning des lives et tout. Et puis, pour le patron, à partir du 18 janvier, pour le retour. Voilà, passez une excellente fin d'année. On se retrouve en 2023. Soyez vivants d'ici là. Voilà. Et puis, je balance l'outro. Salut.